Mesdames, Messieurs, bonjour. Jean-Charles Rivet de Sophaxis. Nous sommes ensemble pour le webinaire et réunion d'information pour le contrat groupe du Centre de gestion du Pas-de-Calais concernant la prévoyance, le maintien de salaire. Je vais vous présenter les différentes personnes qui m'accompagnent et au préalable également vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année et bien évidemment la santé par priorité. Quelques petites considérations techniques avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous devez avoir sur votre groupe d'écran une colonne blanche, un bandeau qui vous permet de soit poser des questions, soit via le chat, soit carrément un petit onglet questions qui se trouve en bas à droite. Vous devez voir les différents petits boutons pour pouvoir cliquer, puisque vous nous voyez, mais nous ne vous voyons pas, ni ne vous entendons. Autre petite information pratique, veillez si possible à vous connecter plutôt à copier le lien dans Mozilla, Chrome, mais pas trop Internet Explorer. Si d'aventure c'est votre cas, il peut y avoir des perturbations et des mauvaises communications. Donc préférez d'autres moyens que Internet Explorer. Donc je me présente, moi je suis Jean-Charles Rivet, je suis responsable commercial, je travaille chez Sophaxis depuis plus de 20 ans et j'ai la joie et l'honneur de suivre le centre de gestion du Pas-de-Calais et bien d'autres en France. Je suis accompagné aujourd'hui, on va commencer par les dames, hein, monsieur Ogé, vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc Valérie Riffet d'une part et Christelle Trio à qui je vais laisser le soin de se présenter concernant l'équipe prévoyance. Bonjour à tous, à toutes. Je suis Valérie Riffet, je travaille dans le service adhésion, cotisation prévoyance et j'ai participé au déploiement de ce nouveau contrat 2022 avec Jean-Charles et avec Frédéric Ogé. Christelle. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis donc Christelle Trio, je suis la responsable du pôle indemnisation chez Sophaxis. Donc, j'ai en charge une quinzaine de gestionnaires pour indemniser, liquider les prestations. Monsieur Ogé Frédéric. Donc bonjour à tous et à toutes, hein, comme l'a dit Jean-Charles, moi je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2022, surtout la bonne santé. Je vais faire un petit rappel avant de commencer, hein, si tu me permets Jean-Charles, de rappeler un peu le contexte par rapport à l'ancien contrat. L'ancien contrat, le courtier gestionnaire était Sophaxis avec, je dirais, l'assureur, la CNP. Malheureusement, le contrat étant tellement dégradé, je dirais, il avait été dit aux collectivités, aux agents que si ce contrat était dégradé, l'augmentation maximale était de 10%. Malheureusement, ce n'est pas ce que voulait la CNP. C'était une augmentation qui était trop importante au vu, je dirais, du centre de gestion. Donc, le centre de gestion a donc relancé, je dirais, une mise en concurrence parce que nous avons été résiliés, je dirais, par la CNP au 31 décembre. Il y a toujours des délais qui sont incompressibles. Je dirais qu'on a fait l'ouverture des plis le 19 novembre et on a présenté ça à notre conseil d'administration le mardi 23 et derrière, je dirais, dans la semaine qui suivait, on a même rencontré M. Rivet pour mettre en place tout ce qui est réunion d'information et, je dirais, les bulletins d'adhésion. Donc aujourd'hui, le but est, je dirais, de présenter le nouveau contrat avec des nouvelles garanties et évidemment, malheureusement, avec des nouveaux taux. Mais les taux restent très abordables par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché. Donc Jean-Charles, je te laisse donc la parole pour présenter le contrat. Je le dis tout le temps pendant ces présentations, il n'y a pas de formalisme. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Il n'y a aucune question bête. Tout à fait, tout à fait. On est là pour ça. On a un créneau de 2 heures. Alors, l'idée, c'est que ça dure peut-être pas 2 heures. Hein. Si tout va bien, on peut finir avant. Mais on est confort. On a jusqu'à 16 heures. Ne vous inquiétez pas. La communication ne sera pas interrompue automatiquement à 16h00. S'il y a des questions, autant les poser. Alors, par écrit, hein, je m'excuse, mais il faut les écrire puisqu'on ne peut pas vous entendre. Et donc, on y répondra au mieux en direct. Et ou par écrit. Alors, en direct à l'oral, si je vois une petite question apparaître et qu'elle se prête à une réponse rapide, je la traite directement. Sinon, on se garde un petit peu de temps sur la fin de l'animation pour les repasser en revue de toute façon toutes et les traiter. Et si jamais c'est des questions qui peuvent être traitées et répondues par Christelle ou Valérie, elles vous répondront en quelques mots. Je vous propose que l'on rentre dans le vif du sujet pour parler de la définition et qu'est-ce que la prévoyance, même si vous savez certainement ce que c'est un petit peu, n'hésitez pas,
Moi, dans la présentation, je ne vois pas bien les questions, donc n'hésitez pas aussi, Valérie ou Christelle ou Frédéric, à m'interrompre si vous voyez quelque chose apparaître que je ne verrai pas passer éventuellement. Les référents, je passe. Qu'est-ce que la prévoyance? Donc, finalement, Frédéric vous a expliqué un petit peu le contexte passé, la hausse énorme et donc la relance de la consultation. Et donc, nous avons eu le plaisir et la joie de pouvoir continuer à travailler avec vous en changeant de compagnie. Donc, ce n'est plus CNP, mais c'est cette fois-ci Interial, une mutuelle qui est spécialisée sur le domaine. Et c'est reparti pour un contrat de 6 ans. Les conventions de participation, c'est 6 ans. Donc, du 1er janvier 2022 jusqu'à fin 2027. La prévoyance, en quelques mots, en synthèse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, la compensation financière de votre passage à demi-traitement, de par le statut, de par la loi qui régit, en fait, le régime social des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, un certain nombre d'arrêts ou d'un certain temps, vous passez à demi-traitement. Et c'est à ce moment-là que la garantie maintien de salaire vient intervenir. Donc, dans le contrat de prévoyance, vous avez 4 grandes catégories, 4 grands risques qui sont couverts. Donc, l'incapacité temporaire de travail, ou autrement appelée garantie maintien de salaire. L'invalidité, si jamais vous êtes reconnu invalide, donc c'est plus grave, à ce moment-là, vous avez aussi des conséquences durables et définitives et qui engendrent finalement pour vous une perte de rémunération et donc une capacité de se couvrir pour compenser cela. Vous avez ensuite une garantie qui s'appelle perte de retraite consécutive à une invalidité. Donc, c'est peut-être la plus compliquée. Donc, quand j'aborderai ce sujet-là, il faudra bien se concentrer. Il faut bien suivre. C'est bien particulier. Et puis, enfin, vous avez la possibilité de souscrire, si vous le désirez, un capital qui peut être versé en cas de décès du souscripteur aux personnes que vous désignez librement, qui s'appellent des bénéficiaires. Donc, c'est un capital en cas de décès ou de perte totale irréversible d'autonomie. Le PTIA, c'est tout simplement si jamais vous avez des pathologies ou des problématiques de santé qui vous empêchent en fait, d'accomplir les 4 actes de la vie simple et ordinaire qui sont s'habiller, se nourrir, se laver, se déplacer. Si vous ne pouvez pas les accomplir seul, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle une perte totale et irréversible d'autonomie. La prévoyance, qu'est-ce que c'est? Alors je vous lis le petit paragraphe. Là, la prévoyance est un dispositif de protection sociale permettant de couvrir les aléas de la vie, survenant dans le cadre d'une activité professionnelle ou de vie privée, et permettant de compenser des pertes de revenus, la perte de revenus que vous subissez, en vous trouvant soit en incapacité de travail, soit en invalidité, on va le voir après. Donc, c'est bien en accident de travail et en maladie ordinaire. Ça peut arriver à tout le monde. On va le voir après. Le statut prévoit des passages à demi-traitement plus ou moins rapidement. Et donc, demi-traitement, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un salaire normal, vous n'avez que la moitié pour pouvoir assumer toutes les dépenses quotidiennes, que ce soit le logement, la nourriture, etc. Donc, c'est hyper important. Donc, ça permet de compenser les pertes de revenus et maintenir votre niveau de vie. C'est essentiel. Donc, il ne faut pas confondre la prévoyance avec la complémentaire maladie, qui vient rembourser les soins quand vous allez chez le médecin, chez le pharmacien, etc., ou en cas d'hospitalisation. Ça, c'est la mutuelle santé ou complémentaire santé. C'est autre chose. Là, on est vraiment sur vous permettre de conserver votre rémunération. Alors, le choix de l'employeur, donc dans le cadre de la politique des ressources humaines, toutes les collectivités qui ont souhaité finalement participer et adhérer à la convention de participation mise en place par le centre de gestion, à la convention collective, pour vous assurer une meilleure protection en cas d'arrêt. Donc, c'est des garanties fiables, ça a été mis en concurrence et organisé par le centre de gestion avec 5 candidats et offres qui se sont présentés et c'est nous qui l'avons remporté et je vous en remercie. L'idée, c'est bien de venir compléter en fait le droit de base qui est le statut et qui est assumé par la collectivité employeur. L'adhésion à ce contrat est bien évidemment individuelle et facultative. Alors, je dis bien évidemment, en ce moment c'est comme ça, peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant vous avez le libre choix. Voilà, le sommaire de tout ce que nous aborderons ensemble. Présentation rapide de Sofaxis et de Interial pour pouvoir savoir avec qui vous traitez. Rappel sur le statut, ça c'est essentiel, pour que vous compreniez bien comment la prévoyance vient compléter le régime de base, il faut que vous connaissiez le régime de base. On verra ensemble les grandes lignes du contrat.
comment adhérer, ça c'est important. Les garanties proposées, comment on adhère, comment on cotise, l'espace adhérent que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà un membre et adhérent du contrat actuel, et enfin l'indemnisation. En liminaire, hein, je souhaite aussi insister sur le fait que tous les agents qui sont éventuellement, qui étaient déjà avec nous sur 2021 et avant, qui sont éventuellement en arrêt, bien évidemment, les arrêts continuent d'être pris en charge, les arrêts commencés continuent d'être pris en charge par CNP, hein, donc pas de souci de ce côté-là. Et le fait que nous soyons déjà en janvier n'est pas grave non plus, puisque vous pourrez adhérer au 1er janvier sans difficulté, on va le voir après. Hein, je tiens à rassurer tout de suite, on a négocié avec Interial, finalement avec le centre de gestion, le fait que tout le mois de janvier soit entre guillemets blanc ou vous permette d'adhérer. Donc tous les bulletins qui arriveront avant le 30 janvier seront pris en considération pour une adhésion au 1er janvier, donc sans trou de garantie. Hein. Voilà, c'est important. On rentre dans les présentations. Bon, le courtier Softaxis, vous connaissez, ça ne changera rien pour vous. Le fait que nous changions de compagnie ne changera rien dans vos méthodes de gestion, de déclaration, de transmission. Vous donnez les éléments vers vos référents RH au sein des collectivités. Les référents RH nous les transmettent. S'il y a des arrêts, ce sont les référents RH des collectivités qui nous transmettront les informations. Donc, pas de bouleversement, ça reste pareil. Donc, Softaxis, donc on est courtier spécialisé en assurance statutaire depuis plus de 30 ans, c'est notre cœur de métier, donc on travaille avec 2/3 des centres de gestion et on couvre plus de 800 000 agents côté statutaire. Côté prévoyance, hein, depuis la création de l'activité, eh bien, on s'est développé, on assure plus de 2600 collectivités et quasiment 80 000 agents, et on travaille avec 9 centres de gestion. Et avec le CDG 62, on assure fin 2021, on assurait 311 collectivités et plus de 11 200 agents. Impérial. Qui est le porteur de risque, hein, la compagnie ou la mutuelle qui assume les arrêts et qui rembourse in fine par derrière. Donc on a changé, ce n'est plus CNP, c'est maintenant Interial. Donc c'est une mutuelle hein, qui a été créée et gérée par des fonctionnaires. C'est une vraie mutuelle qui ne rémunère pas d'actionnaires, hein, centrée sur les valeurs mutualistes, comme vous pouvez le lire. Elle est implantée un peu partout en France. Il y a plus de 415 collaborateurs et 450 000 personnes couvertes. Il y a des agences, il y a une agence à Arras, dans vos départements, si vous voulez aller les voir, il n'y a pas de souci. Il y en a une autre dans le département voisin sur l'île, mais Arras est plus proche de vous, bien évidemment, j'imagine. Jean-Charles, si on peut faire une petite parenthèse pour les collectivités, aujourd'hui, si tu peux signaler que le RIB change pour les collectivités, pour le nouveau contrat. Et il va vous être transféré d'ici fin janvier, je crois, 24-25. En fait, il va y avoir des webinaires spécifiques un petit peu plus techniques, plutôt pour les référents RH, hein, pour ceux qui s'occupent du contrat en lien avec nous, qui vont avoir les explications techniques, puisqu'il y a eu aussi un changement d'outil de gestion chez nous. Donc, en fait, tout ça a des impacts à la fois dans la gestion, mais pour les agents, ça ne change rien. Mais tout ça va être communiqué effectivement là d'ici fin de mois. Il y a plusieurs sessions qui sont prévues avec les personnes au sein des directions des ressources humaines qui s'occupent des contrats. Voilà, bon, mutuelle, Interial, excusez-moi, je continue. Donc, bon, ils connaissent la fonction publique territoriale. Ils sont aussi très spécialisés dans la fonction, dans les fonctionnaires d'État. Ils assurent des ministères, enfin des agents des ministères et autres, et plusieurs centres de gestion, comme vous pouvez le voir en bas. Donc, un assureur ou une mutuelle qui connaît bien le domaine. Quelques rappels sur le statut. Et ça, c'est essentiel, pour que vous compreniez et que vous visualisiez bien à quoi correspond la prévoyance. Vous avez en fait à l'écran, en jaune, la partie employeur et ce que vous verse votre collectivité employeur lorsque vous êtes en arrêt. Alors, vous voyez d'abord la maladie ordinaire, puis la longue maladie ou la longue durée. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une petite bulle qui est apparue. Je ne sais pas si elle vous perturbe ou pas. Donc, pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL qui travaillent plus de 28 heures par semaine, si jamais vous tombez en arrêt maladie ordinaire qui dure, hein, un arrêt grave, pendant 3 mois, votre employeur vous paiera plein traitement. Vous voyez le 100% là de rémunération. Mais au bout de 3 mois, donc pour les 9 mois qui suivent, pendant 1 an, votre employeur vous versera qu'un demi-traitement.
hein. Et donc, c'est là où la prévoyance vient compléter à hauteur des garanties que vous choisirez. On le verra un petit peu plus tard. Si vous passez en longue maladie, si le comité médical vous reconnaît en longue maladie, à ce moment-là, pendant 1 an, vous êtes payé en plein traitement par votre employeur, puis pendant 2 ans à demi-traitement. Là encore, vous voyez en orange la partie complémentaire de revenus qui est prise en charge par le contrat prévoyance en souscrivant la garantie incapacité, on verra. Si jamais vous tombez malheureusement en longue durée, c'est cancer, polio, sida, tuberculose, affection psychologique, donc des arrêts plus graves, plus longs. Là, vous avez un droit à congé de 5 ans, pendant lequel votre employeur vous paye intégralement pendant 3 ans, et puis les 2 dernières années, des 5 années, et bien à ce moment-là, il ne vous paye que demi-traitement. Et c'est là, pendant ces 2 ans, où le contrat de prévoyance peut intervenir. Donc le contrat de prévoyance, il intervient bien uniquement après le passage à demi-traitement, en fonction des droits et des types d'arrêts. Tout ce qui est avant le passage à demi-traitement, tout ce qui est du plein traitement versé par votre employeur, ne concerne pas le contrat de prévoyance. Donc là, on était sur les agents CNRACL. Ensuite, vous avez les droits en maladie, et on ne parle plus de longue maladie, on parle de grave maladie, mais c'est les mêmes significations. Pour les agents titulaires ou stagiaires IRCANTEC qui réalisent moins de 28 heures par semaine de travail. À ce moment-là, en maladie ordinaire, c'est également 3 mois à plein traitement, puis 9 mois à demi-traitement. Et donc, la garantie maintien de salaire vient compléter. On le verra après en fonction des montants, des pourcentages que vous choisissez. Et en grave maladie, à ce moment-là, le complément se fait pendant 2 ans. Encore une fois, la prévoyance n'intervient qu'à partir du passage à demi-traitement. Pour les agents non titulaires IRCANTEC, donc pour les contractuels. Alors là, attention, c'est toujours le même raisonnement. Par contre, ça peut intervenir beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour les agents non titulaires IRCANTEC, les droits à prestations, finalement, augmentent en fonction de l'ancienneté de l'agent. Donc, un agent qui a une ancienneté entre 4 mois et 2 ans, ses droits à maladie ordinaire, c'est 2 mois, 1 mois à plein traitement payé par l'employeur et un 2e mois payé à demi-traitement par l'employeur. Donc, la prévoyance vient couvrir, si vous la souscrivez. Si l'ancienneté de l'agent est comprise entre 2 ans et 3 ans, les droits sont étendus. C'est 2 mois à plein traitement, puis 2 mois à demi-traitement. Enfin, si l'ancienneté est de plus de 3 ans, à ce moment-là, les droits sont de 3 mois plus 3 mois, les 3 premiers mois étant couverts en jaune à plein traitement et les 3 suivants à demi-traitement. Et puis, si jamais un agent non titulaire IRCANTEC tombe en grave maladie et que son ancienneté est de plus de 3 ans, à ce moment-là, il est pris en charge et payé par son employeur plein traitement pendant 1 an, puis pendant 2 ans à demi-traitement. Donc, avec des droits qui peuvent aller jusqu'à 36 mois, vous voyez. Jean-Charles, on peut préciser simplement sur les agents IRCANTEC qu'au-delà du mois payé à demi-traitement, c'est la sécurité sociale ensuite qui prend le relais. Et donc, on continue d'intervenir en complément des indemnités de la sécurité sociale. Tout à fait. Voilà, ça ne s'arrête pas après l'employeur. Merci Christelle pour cette précision et qui correspond peut-être à une question qui a été posée. Donc, enfin, ce que je voulais signaler, c'est que pour les agents IRCANTEC, en fait, l'intervention de la garantie prévoyance peut intervenir beaucoup plus vite que pour les agents CNRACL, puisque dès 1 mois ou 2 mois, des agents peuvent être concernés par un passage à demi-traitement. Les droits pour les IRCANTEC sont moins confortables ou moins importants que pour les agents CNRACL, et donc, de facto, le complément peut intervenir beaucoup plus vite, ou le besoin de complément peut intervenir beaucoup plus vite. Sur les différentes slides que tu as proposées, Jean-Charles, ce qu'on peut dire, pour résumer, c'est tout ce qui est en jaune, c'est à la charge de la collectivité, et tout ce qui est en orange, c'est là où va intervenir la mutuelle intériale, c'est là où elle va venir couvrir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents qui sont persuadés que le fait de souscrire, je dirais, sur le régime indemnitaire, aujourd'hui, vous avez tous reçu, les collectivités, syndicats, je dirais, un courrier du préfet datant du 24 décembre qui dit qu'aujourd'hui, ça c'est le statut, on ne peut pas maintenir le régime indemnitaire en longue maladie et longue durée. Et donc, les agents sont persuadés que lorsqu'ils sont à plein traitement, en longue maladie ou en longue durée, la mutuelle va intervenir. Il va venir rembourser, je dirais, le régime indemnitaire. Ce n'est pas le cas.
La mutuelle n'intervient que lorsque je passe à demi-traitement, tout simplement. En fait, c'est l'essence de la prévoyance. L'essence de la prévoyance, c'est venir couvrir les agents lorsqu'ils ont une grosse perte de rémunération pour maintenir l'essentiel des moyens de vie. Et donc, effectivement, c'est lorsque on passe à demi-traitement. Et donc, tout ce qui précède, effectivement, est à avoir entre l'agent et sa collectivité. Le statut prévoit un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Et là, pour le coup, le rappel du préfet, ici ou là, enfin, c'est des choses qui sont connues, évidentes, mais bon, des fois, il faut les rappeler, quoi. Mais c'est important. Alors, là, on était sur des arrêts de maladie ou de longue maladie. On va passer sur une typologie de... C'est plus un arrêt, là, c'est malheureusement si jamais le souscripteur, si jamais vous venez à décéder. Alors, ce jour, il y a deux choses différentes. Il y a le contrat d'une part, on va y revenir après, mais pour l'instant, on va se focuser sur que prévoit le statut, le droit pour les fonctionnaires. Il y a des règles, et des règles de versement et des règles d'attributaire. Donc, si les règles ne sont pas respectées, il n'y a pas forcément de versement du capital décès aux ayants droit. On parle d'ayants droit dans le statutaire, et on verra après, on parle de bénéficiaires désignés dans le contrat de prévoyance. Donc, si jamais un agent décède, à ce moment-là, les principaux ayants droit, c'est le conjoint et les enfants. Et en fait, ça va être que des règles comme ça, vous voyez, soit il y a conjoint, soit il n'y a pas, soit il y a enfant, soit il n'y a pas, et donc vous avez des petites flèches, oui, 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 ou non, et ça vous guide et ça vous illustre un petit peu les règles du statut. Donc, conjoint uni par un mariage ou partenaire lié par un PACS conclu de plus de 2 ans avant le décès, s'il existe ce conjoint, à ce moment-là, oui, hop, c'est oui. S'il n'existe pas, le capital décès statutaire sera versé uniquement aux enfants. S'il y a conjoint et enfant, après il y a des critères concernant les enfants, il faut que ce soit des enfants à charge, de moins de 21 ans, ou majeurs infirmes, non imposables sur le revenu. Et donc à ce moment-là, soit les critères sont remplis, et à ce moment-là, on tombe sur la case dans la première colonne, et donc les droits statutaires viennent dire que c'est 1/3 pour le conjoint, partenaire ou pacsé, et 2/3 pour les enfants répartis en parts égales. 1/3 pour le conjoint, 2/3 pour les enfants. Et on divise par le nombre d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, c'est tout pour le conjoint. Donc ça, c'est la case à droite de la colonne. Le 100% pour le conjoint. Ou alors, si je remonte d'un cran, on va aller voir les enfants. Donc, enfants à charge de moins de 21 ans ou majeurs infirmes non imposables. S'il y en a, c'est tout pour les enfants. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de conjoint, mais que des enfants, c'est tout pour les enfants, répartis à parts égales. S'il n'y a pas d'enfants, à ce moment-là, le droit statutaire prévoit que cela remonte aux parents, aux ascendants, aux parents de l'agent qui décède. Également sous critères, premier degré, et il ne faut pas être imposable sur le revenu. Si c'est oui, les ascendants touchent. Si c'est non, on remonte d'un cran encore. Donc là, on arrive aux grands-parents. Toujours sous critères X ou Y de revenus, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, il n'y a aucun choix. C'est-à-dire que la collectivité employeur versera le capital. Quel est ce capital? C'est 1 an de traitement, la dernière rémunération brute, plus les primes. Alors, je ne sais pas si je sais pas si ça masque un petit peu. J'ai un petit bandeau noir là, qui... J'espère que ça ne masque pas la slide. Donc, en fait, c'est bien 1 an de traitement, rémunération brute plus prime, qui sera versée si les critères sont remplis. Si les critères ne sont pas remplis, l'employeur ne verse rien, et ça arrive parfois. Et à ce moment-là, c'est là où il est important de pouvoir souscrire librement, par un contrat, un capital, on va le voir après, qui sera versé, là pour le coup, aux bénéficiaires que vous désignez librement, sans aucune règle ni contrainte. Je ne sais pas si Fred, tu voulais rajouter quelque chose par rapport au capital décès ou prendre un exemple. C'est bien. Alors, c'est bien le capital décès versé au titre du statut de la fonction publique territoriale. Ouais. Donc ça, c'est dès que vous rentrez dans la collectivité en tant que stagiaire jusqu'à votre départ en retraite. Si malheureusement vous venez à décéder, on parlera d'ayant droit. Donc, ça arrive que parfois, comme tu l'as dit, vous n'avez pas d'ayant droit, donc la collectivité ne verse pas de capital décès. Ouais. Au titre, de la prévoyance, on a mis aussi en place un capital décès
Et là, on ne parlera pas d'ayant droit, mais on parlera de bénéficiaires. C'est-à-dire que vous choisissez vos bénéficiaires. Ouais, mais bon, ça, tu vas l'expliquer. On va le voir un petit peu plus tard. Après, ouais. Alors, hop. Les grandes lignes du contrat. Alors, les bénéficiaires et la couverture. Donc là, le contrat de prévoyance, il est ouvert pour tous les agents en activité de service, qu'ils soient titulaires ou stagiaires, affiliés à la CNRACL ou à l'IRCANTEC, y compris pour les non-titulaires sur emploi permanent. Donc tout le monde, tous les agents de la collectivité peuvent en bénéficier. Alors j'ai mis des petites lignes, y compris les fonctionnaires ou agents contractuels de droit public et de droit privé inscrits à l'effectif de la collectivité, les agents détachés auprès de la collectivité, les agents mis à disposition de la collectivité sous réserve d'obtenir l'autorisation de l'employeur dont ils dépendent, et puis les agents intercommunaux, là il faut faire attention puisqu'il faut bien remplir un bulletin et dans chaque collectivité employeur. S'il y a une secrétaire de mairie et est à cheval sur trois collectivités, il faut remplir le bulletin sur les 3 collectivités. En gros, Jean-Charles, excuse-moi, c'est tous les agents qui ont une fiche de paye dans la collectivité, sauf les vacataires. Il n'y a pas d'intérêt. On ne peut pas. Non, tout à fait. Le traitement de référence, il est au choix de l'agent. Alors, dans le contrat précédent, il n'y avait pas le choix, c'était TBI, NBI, RI, donc il n'y avait pas de question à se poser. Là, on vous a laissé le choix, TBI, NBI, RI ou que TBI, NBI, on y reviendra. L'idée, c'est aussi de laisser du choix à l'agent et de permettre, comme il y a eu des hausses, c'était aussi de permettre un petit levier pour éviter des augmentations trop importantes et rester accessible pour tout le monde. Concernant la couverture de base, bien évidemment, c'est la garantie incapacité ou garantie maintien de salaire. Ça, c'est la base. Tout le reste est en option. Donc, on va voir après, il y a des formules, mais vous avez la liberté de choisir et de vous garantir pour l'invalidité ou pas, pour la perte de retraite consécutive à une invalidité ou pas. Et là, vous avez même 2 choix, soit en rente comme antérieurement, et donc on va vous expliquer comment ça fonctionne, soit en capital, sachant que le capital coûte moins cher puisque c'est versé en une fois et donc ça engage moins l'assureur et donc les prix sont un petit peu plus bas. Et puis bien évidemment, on a dit le capital d'essai. Vous aurez le choix aussi entre 4 niveaux d'indemnisation au choix de chaque agent. Antérieurement, il y avait une formule de remboursement où on vous remboursait jusqu'à 95% de votre rémunération ou 90%. Face aux augmentations, on a décidé aussi, dans le cahier des charges, et on a répondu, de permettre de choisir un remboursement un petit peu plus bas, à 85% ou à 80% du traitement de référence, mais forcément, les prix sont un peu plus bas. Donc, ça vous donne un panel de choix. Par contre, attention, quand vous choisissez, ce sera un peu définitif, quoi. Pour le capital d'essai versé, le montant, il correspond bien évidemment à 100% du traitement de référence annuel net. Ça, c'est fixe. La mise en place. Donc, le nouveau dispositif qui prend effet au 1er janvier 2022 jusqu'à fin 2027, excusez-moi. Donc, on a bien une prise d'effet des garanties au 1er janvier 2022 pour les agents en activité normale de service. Donc, vous remplissez le bulletin avant le 31/12. C'est trop tard pour vous si ce n'est pas déjà fait. Mais vous inquiétez pas, jusqu'au fin janvier. C'est écrit noir sur blanc, nous avons une tolérance dans la réception des bulletins jusqu'au 31 janvier 2022. Et ça permettra bien d'avoir une prise d'effet au 1er janvier. Pas de doute, j'insiste un petit peu, mais voilà. Tout bulletin arrivant chez nous jusqu'au 31 janvier bénéficiera d'un effet au 1er janvier. Donc, pas de trou de garantie. Au-delà, les agents qui renverraient le bulletin au-delà, je ne sais pas, en février, en mars, en avril, à ce moment-là, la prise d'effet, c'est au 1er du mois qui suit la réception du bulletin. Donc, attention, il faut bien renvoyer avant fin janvier, comme ça, il n'y a pas de problème. Autre condition avantageuse que nous avons obtenue, c'est tout ce qui concerne les 12 premiers mois, donc entre le 1er janvier et donc le 31 décembre 2022, donc les 12 premiers mois de la date d'effet du contrat, de la date d'embauche ou de la date de reprise d'activité, c'est une adhésion sans condition, sans questionnaire médical, sans limite d'âge, sans délai de stage. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 12 mois, il y a un questionnaire médical. J'insiste parce qu'en fait, on a eu quand même pas mal de réunions, enfin on ne l'a pas dit, mais il y a eu des réunions les 15 jours avant les vacances de Noël et les 15 derniers jours, il y a eu beaucoup de réunions dans le département avec plusieurs conseillers sur le terrain. Donc non, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnaire médical, même au-delà des 12 mois. On va voir après. Il y a soit un délai d'attente de 31 jours, soit une période de stage de 6 mois. Donc, mais
Pour les agents qui sont en activité de service, il n'y a aucun problème. Pour les agents qui sont justement en arrêt de travail au moment de l'adhésion, ou bien en temps partiel thérapeutique au 1er janvier 2022, et qui n'avaient pas précédemment de contrat avec des garanties identiques, j'insiste, qui n'avaient pas de contrat avec les garanties identiques. À ce moment-là, les garanties, lorsqu'elles sont souscrites, prennent effet au plus tôt à l'issue d'une période de 31 jours. C'est pas 30, c'est 31, intérial et à cheval là-dessus. Donc 31 jours de travail, d'une reprise de travail ininterrompue. Mais ce n'est bien que limité aux agents qui n'auraient pas de garantie précédemment. Si vous étiez déjà garanti avec nous chez CNP, il n'y a pas cette problématique-là. C'est-à-dire que si vous êtes en arrêt, que vous reprenez, le jour de votre reprise sera le jour de la prise d'effet. Valérie, tu me confirmes? Je n'ai pas dit de bêtises dans ma formulation. Ton micro. Oui, c'est parfait, Jean-Charles. Bon, merci. Voilà. Si jamais ce n'est pas clair, on le répétera autrement. Voilà. Donc, le délai d'attente de 31 jours, il n'est que pour ceux qui ne sont pas déjà assurés quelque part en prévoyance, que ce soit chez nous ou ailleurs. Hein. Mais pour préciser, si au bout du 31e jour, ça intervient en cours de mois, l'adhésion ne sera effective que le premier du mois qui suit. Hein. Ouais. Alors, après, ce que je conseille, de toute façon, ça c'est valable pour tout le monde, envoyez bien vos bulletins, même si vous êtes en arrêt, envoyez bien vos bulletins, comme ça ils seront mis en stand-by, en fait, en attente. Mais ils seront reçus, donc en fait on gagne du temps et c'est pas une fois que vous reprenez qu'il faut vous soucier d'envoyer le bulletin, c'est tout de suite. Vous l'envoyez, comme ça sera, après les choses vont pouvoir se mettre en place au plus vite, au plus juste. Alors, autre cas de figure, donc qu'est-ce qui se passe au-delà des 12 premiers mois, hein? Voilà, imaginons un agent n'envoie pas son bulletin maintenant et va l'envoyer courant 2023. Qu'est-ce qui se passe? Il aura alors ce qu'on appelle un délai de stage de 6 mois. C'est-à-dire qu'il pourra rentrer, il pourra souscrire, il pourra être assuré sans difficulté. Il n'y a pas de questionnaire médical, hein. Il n'y a pas de filtre à l'entrée. Simplement, l'agent va souscrire. Donc, il va avoir une période de garantie souscrite et payée. Donc, à partir du moment où il envoie son bulletin, hein, il envoie son bulletin, effet au premier du mois qui suit. Et puis, il va avoir 6 mois pour lesquels il va payer la cotisation et il ne sera pas couvert, il n'aura pas de remboursement si des arrêts arrivent. Il n'y aura prise en charge que pour des arrêts qui surviennent, qui arrivent après les 6 mois de stage. Alors Jean-Charles, petite précision, quand on dit délai de stage, ça correspond à délai de carence. Parce que moi, j'ai déjà eu un agent qui m'a demandé où il allait faire son stage. Ah, ok. D'accord. Donc oui, délai de stage ou délai de carence, c'est une période où les garanties sont bien souscrites, hein, et payées, mais elles n'entraînent pas de prise en charge. Pour tous les arrêts qui surviennent après, il y a prise en charge. Et c'est moins pénalisant qu'un questionnaire médical. Parce qu'un questionnaire médical, ce qui arrive souvent, hein, un questionnaire médical, si jamais le questionnaire médical n'est pas bon, l'agent il ne rentre pas. Hein. Il reste à la porte. Du contrat, il ne peut pas être couvert. Donc, on va le voir, 6 mois de stage ou 6 mois de carence, c'est 6 mois où vous payez la cotisation, ça représente, grosso modo, 50 € par mois, je fais un arrondi, hein. Donc c'est 300 €, mais vous êtes couvert. Voilà, c'est pas plus mal. Hein. Bon, pour les agents qui souhaitent souscrire, donc les 12 mois, au-delà des 12 mois aussi, c'est pour les agents qui ne souhaitent souscrire de nouvelles garanties. Si vous pourrez étendre vos garanties, mais vous ne pouvez pas les diminuer. Ça, attention, réfléchissez bien au départ. Si vous êtes hésitant, il vaut mieux prendre l'échelon du dessous pour pouvoir compléter. Vous ne pourrez pas rebrousser chemin et descendre les garanties. On en parlera un petit peu plus tard, mais ça, c'est un point de vigilance. Les avantages principaux, donc on a une garantie de taux de 2 ans. Quoi qu'il arrive, les taux ne changeront pas pour 2022-2023. On a aussi un point hyper important qui est la renonciation à résiliation de la part d'Interial. Donc ça, c'est très engageant et très protecteur pour les agents. On a, au-delà de la garantie de taux de 2 ans, si jamais hausse il doit y avoir, on a une révision encadrée prévue par le cahier des charges qui est limitée à 15% de hausse. Les adhésions donc, sont sans condition pendant les 12 premiers mois, je vous l'ai dit juste avant. L'adhésion est rétroactive au 1er janvier pour tous les bulletins que nous recevons jusqu'au 31 janvier.
Vous, on va en reparler aussi, vous avez toujours la possibilité d'adhérer en ligne ou par bulletin, mais l'adhésion en ligne, vu qu'on est un petit peu pressé, ça peut être bien. Gestion en ligne simple et rapide pour les remboursements. Vous avez toujours les alertes SMS dès l'instant où il y a des prestations à vous verser et où, bien sûr, vous pouvez aller les consulter sur le site, sur votre espace client. On le verra tout à l'heure. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que ce n'est pas indiqué, la cotisation suit le traitement. Demain, si on est à demi-traitement, on a donc une demi-cotisation. C'est important. Merci Frédéric de le préciser. Effectivement, ça c'était déjà le cas et ça continue. Les garanties proposées. Donc là, on va vous définir ensemble quelles sont les 4 principales garanties. Si je dis 4, il ne faut pas que je montre mes 5 doigts. Quelles sont les 4 principales garanties en prévoyance? La première, la basique, c'est la plus importante et l'essentielle, c'est l'incapacité temporaire de travail. Lorsque vous tombez en incapacité temporaire de travail, à ce moment-là, vous avez un versement d'indemnité journalière en cas de baisse de votre traitement consécutive à cette incapacité totale de travail. Ça s'appelle aussi la garantie maintien de salaire, en passage à demi-traitement. Vous allez pouvoir choisir une indemnisation à hauteur de 95% du traitement de référence, ou 90%, ou 85%, ou 80%. Vous allez pouvoir choisir l'assiette de cotisation et l'assiette de remboursement. Traitement de base. TBI, c'est traitement de base indiciaire. NBI, nouvelle bonification indiciaire, plus RI, régime indemnitaire, ou alors que TBI plus NBI. Ça, c'est vous qui choisissez. Là, vous avez une illustration pour bien comprendre. La part employeur, donc la partie gauche, 1348 là. C'est lorsque vous êtes payé intégralement. Si jamais vous avez un arrêt qui dure au-delà de 3 mois en maladie ordinaire et que vous passez à demi-traitement, à ce moment-là, 1348 divisé par 2, ça fait 674. Si vous n'avez pas la garantie maintien de salaire, vous percevez 674 € pour faire face, que sais-je, payer le loyer, la nourriture, etc. Si jamais vous avez souscrit la garantie maintien de salaire ou l'incapacité à hauteur de 95%, à ce moment-là, on vient vous payer le delta, le contrat va vous payer le delta pour arriver à 95% du traitement net. Et donc les 674 plus le 606, ça vous fera 1280. Je passe les euros, les petits chiffres après la virgule, et ça représente bien 95% du net. Si vous choisissez 80% de remboursement, ça vous coûtera un petit peu moins cher, mais à ce moment-là, ce ne sera pas 606, mais ce sera moins. Alors là, vous avez un exemple concret avec, je vais peut-être le passer ou le lire très rapidement, donc un agent de 34 ans, CNRACL sur les espaces verts, il gagne 1348,05 € net par mois et il a adhéré au contrat pour se protéger et il a eu raison. Donc on réfléchit bien, l'avantage de l'exemple là, c'est on réfléchit bien sur une année glissante. C'est-à-dire qu'en fait, on va cumuler vos arrêts 8 jours par-ci, 15 jours par-là, et puis éventuellement un gros arrêt, là c'est le cas, avec jambes cassées et plâtre, qui a duré plus de 100 jours. Au total, l'agent a dépassé la période de plein traitement, il tombe donc en demi-traitement, et donc il a une intervention de l'employeur au début, totale, puis partielle, et donc une nécessité d'avoir une participation et un versement du contrat prévoyance, que vous voyez là, en l'occurrence, à 606,60 € sur le 3e et 4e mois. Dans l'exemple qu'on présente, là, si on regarde bien par rapport aux arrêts, là, normalement, l'agent du 91e jour au 120e jour, il aurait dû être à demi-traitement, donc toucher 50% de son salaire, mais le fait d'avoir pris l'incapacité à 95%, il touchera 95% de son traitement, du 91e jour au 120e jour, tout simplement. Tout à fait. Alors, ensuite, on tombe sur, c'est un autre type de garantie, l'invalidité. Donc là, l'invalidité, c'est plus grave, ce n'est pas un arrêt de maladie dont on reprend, etc. Là, on est sur, finalement, une invalidité permanente et définitive. Donc, je vais aller dans le premier carré en bas à gauche, les conditions de reconnaissance. Alors, pour les agents qui relèvent, qui sont CNRACL, là, pour le coup, si vous êtes mis à la retraite pour une invalidité par les organismes compétents, comité médical, commission de réforme, ça veut dire que vous êtes radié des cadres et puis vous allez avoir une perte de salaire et de rémunération. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut être une mise en retraite pour invalidité suite à un accident de travail ou suite à une maladie, une pathologie grave.
qui vous empêche d'exercer votre profession et qui vous rend inapte à travailler, tout simplement. Donc à ce moment-là, vous êtes mis en retraite, à 30 ans peut-être, 25 ou 50, peu importe, quand arrive l'événement un peu dramatique. Et vous allez toucher une rente mensuelle versée par votre employeur, par la CNRACL, et cette rente, qui n'est absolument pas à la hauteur de votre rémunération, va pouvoir être complétée ou pas. On va le voir après. Donc, c'est soit la mise à retraite pour invalidité prononcée par les organismes compétents, et puis pour les agents relevant du régime général de la Sécu, à ce moment-là, c'est être atteint d'une invalidité imputable au service, classée en 2e ou 3e catégorie. Donc ça, c'est des critères classiques, entre guillemets, mais dès l'instant où vous êtes classé en retraite pour invalidité, vous avez automatiquement une perte de rémunération que vous pouvez compenser, c'est le carré de droite, par un choix d'être indemnisé à hauteur de 95, 90, 85 ou 80% de votre rémunération nette de référence. Cette rente que l'on va vous verser, on va le voir après, elle vous est versée entre la mise à la retraite, je vais le faire dans ce sens-là pour vous, ou dans ce sens-là, à partir du moment où vous êtes mis en retraite, pour invalidité, jusqu'à votre date de passage en retraite pour vieillesse. Qui est aujourd'hui de 62 ans. Exactement. Donc on va l'illustrer après, j'ai un petit peu, voilà, je vous recommenterai ce document-là qui explique un petit peu tout, à la fois l'invalidité et la perte de retraite consécutive. Là, on est sur la 3e garantie, la perte de retraite consécutive à une invalidité permanente. Donc c'est bien de la perte de retraite consécutive à invalidité. C'est de la compensation de manque à gagner. Ce n'est pas un complément de retraite. Ce n'est pas pour améliorer sa retraite. Hein, c'est distinct. C'est vraiment... c'est lié de toute façon, la perte de retraite, vous ne pouvez la souscrire que si vous avez choisi de vous garantir pour l'invalidité, et ça n'intervient dans aucun autre cas. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le versement d'une rente mensuelle viagère ou alors capitale. Hein. Ça fait partie du nouveau contrat, c'est une nouveauté, puisqu'avant c'était forcément en rente. Là, on vous a donné le choix, il y a 2 options. Soit vous choisissez de la rente viagère, soit vous choisissez un capital qui vous est versé au moment du passage à la retraite pour vieillesse. Donc, cette rente ou ce capital vient en complément de la pension de retraite servie par le régime vieillesse de l'assuré, en cas d'invalidité permanente survenue avant l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite. C'est une indemnisation en rente viagère, donc c'est toujours pareil. Là, vous choisissez si vous voulez une rente à hauteur de 95, 90, 85, 80%. On va voir tout ça dans un tableau de garantie et de taux un peu plus loin. Donc, encore une fois, rente ou capital. Le capital coûtant moins cher. Le capital, il est compris entre 480% et 570% du PMSS. Donc, c'est le plafond mensuel de sécurité sociale. Il est actuellement à 3 428 €. Donc, ça, c'est un chiffre qui évolue, hein, c'est un indice. Hein. Donc, 480% de 3 428, et ben, ça fait 16 400, j'arrondis 16 500. Et si c'est 570% en fonction des garanties, plus vous prenez une indemnisation haute à 95 ou 90 ou 85, en fait, c'est lié en pourcentage, on le verra dans le tableau, ce sera un petit peu plus clair. Donc, ça fait entre 16 500 et 19 500 € en capital qui peuvent être versés directement, en lieu et place d'une rente viagère de votre date de départ à la retraite à 62 ou 63 ou 4 ou 5 jusqu'à votre décès. Donc, soit vous touchez un gros pécule d'un coup, soit vous avez un petit montant tous les mois. Donc, bien évidemment, en fonction de votre état de santé, le petit montant tous les mois, il peut être très bien ou pas, selon votre espérance de vie et votre résistance physique. Donc là, c'est un vrai choix à faire. Hein, y a pas de... Après, ça dépend aussi de l'âge qu'on peut avoir. Exactement. Souscrire le contrat. Oui. Et après, au moment où on souscrit, donc maintenant, faut quand même aussi penser et envisager dans quel état potentiellement on pourrait être. Ça, il y a vraiment de l'inconnu. Et ça, on ne peut pas le savoir. Ça, on ne peut pas le savoir. C'est un vrai choix de se dire, bon, je préfère toucher un petit peu régulièrement, longtemps ou pas longtemps, ça, c'est l'avenir qui le dira, et c'est l'état de santé qui le dira, ou assurer le coup, et se dire, si jamais je dois toucher quelque chose avec un capital,
donc allez, entre 15 et 20 000, hein, au moment de mon départ à la retraite, si jamais j'ai eu une invalidité et une perte de retraite, je toucherai quelques milliers d'euros qui permettront, que sais-je, de changer de voiture, que sais-je, de changer des meubles dans le logement, d'améliorer le quotidien, etc. etc. Donc ça, là, c'est un vrai choix à faire. Mais compliqué, parce que souvent on nous demande, vous allez prendre quoi, le capital ou la rente? C'est compliqué à dire, parce qu'on ne sait pas l'avenir, on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas. Si l'état de santé est délicat, le capital est pas mal. Je suis d'accord. Alors là, vous avez l'illustration. Donc, c'est les deux en un. Alors, en plus, je ne dois pas avoir de curseur. Si je passe mon curseur devant, je pense que vous ne le voyez pas. Vous me confirmez, vous ne voyez pas le curseur? Non. Bon, alors, il faut que je fasse alors, là, on est dans le cas, en fait, d'une illustration de prise en charge par le contrat de prévoyance pour un agent qui a commencé à travailler tôt et qui cumule toutes les annuités. Il faut bien aussi se dire que la garantie invalidité, bien évidemment, plus on avance dans l'âge et dans la carrière, entre guillemets, moins elle a de nécessité. Elle est hyper importante pour un agent qui subirait un accident grave de vie privée ou autre qui serait… Imaginez, un agent mis en retraite pour invalidité à 25 ans ou à 30 ans, sa carrière, il a encore plus de 30 ans à travailler. Si jamais il n'a que la rente invalidité employeur, entre guillemets, ça va lui faire un gros manque à gagner dans sa rémunération. Et donc, la garantie invalidité est essentielle. Si jamais vous avez plus de 50 ans, plus de 55 ans, votre carrière restante à faire est moindre. Donc, si jamais vous tombez en invalidité, vous aurez moins d'inconvénients. Hein, j'essaye de faire de la mise en perspective. Donc, c'est moins essentiel. Et les conséquences de votre invalidité sur votre pension de retraite future, elles vont être moindres si ça vous arrive à 55 ans que si ça vous arrive à 25 ans ou 30 ans. Donc, la garantie perte de retraite est moins essentielle également quand on avance dans l'âge. Je ne dis pas qu'elle est inutile. Hein. Vous voyez, attention à mes propos, elle est moins impérative que quand on est plus jeune. Le vrai bon bénéfice et plein bénéfice, c'est si jamais, si vous souscrivez ou vous protégez et que malheureusement le malheur arrive tôt. Donc, à l'écran, vous avez sur la partie gauche le traitement net 1348,05, on est resté sur le même exemple. Et puis la partie bariolée à côté, vous avez 1150,09, c'est l'estimation de la retraite normale que toucherait un agent qui ferait sa carrière. Donc, ça, c'est l'estimation de la retraite pour vieillesse. Hein. Malheureusement, c'est la barre verticale avec la petite boule noire en bas. Vous avez un impondérable dans votre carrière, dans votre vie, et une date de mise en retraite pour invalidité qui est prononcée pour un agent affilié à la CNRACL. À ce moment-là, au lieu de toucher 1348 €, l'agent va toucher que 770 €. C'est le petit carré un peu grisé qui est en bas à droite après la barre verticale. Donc dans la colonne sans complémentaire. Et donc, au lieu de 1348, l'agent vit avec 770 €. D'accord ? Si jamais l'agent… Et donc ça, cette somme, 770 €, ça va être jusqu'au passage à la retraite pour vieillesse et même après. D'accord ? Alors, après, on a le carré avec le 510,15 €. Si jamais l'agent souscrit, parmi son contrat prévoyance, la garantie invalidité, eh bien, il va toucher entre la mise en retraite pour invalidité et sa mise à la retraite pour vieillesse, il va toucher une rente, donc de 510 € dans le cas présent, qui va porter sa rémunération à 770 plus 510 égale 1280,46 €, ce qui équivaut à 95% du traitement. Si vous choisissez, on le verra après, la garantie qui vous couvre à hauteur de 80%, on ne montera pas à 95%, mais on montera à 80%. Donc, ça ne ferait pas 510, ça ferait un petit peu moins, ça ferait 770 plus, allez, je vais dire n'importe quoi, 400. OK ? Ça, c'est la garantie invalidité. Jusque 62 ans, l'âge légal minimum de départ à la retraite. Voilà. Et alors, après, si vous avez choisi la garantie perte de retraite consécutive à une invalidité, vous avez le deuxième petit carré un peu rouge, là, qui est après la deuxième barre verticale, après le passage à la retraite pour vieillesse. Si vous n'avez pas pris la garantie perte de retraite
et que vous avez subi une invalidité, vous toucherez les 770 de la CNR, la part caisse invalidité. Par contre, vous ne touchez pas les 322, à moins d'avoir souscrit la garantie perte de retraite consécutive à l'invalidité. Donc, vous pouvez prendre l'invalidité sans la perte de retraite. Vous ne pouvez pas prendre la perte de retraite sans la validité. J'espère que c'est clair. C'est vraiment consécutif. La garantie perte de retraite ne peut être souscrite que si vous souscrivez l'invalidité. Si vous souscrivez l'invalidité et la perte de retraite, vous pouvez avoir les deux compléments, ce qui vous procure un niveau de rémunération correct. Sinon, vous avez un gros manque à gagner. Donc là, il y a quand même un aspect protecteur sur du long terme, parce qu'on n'est pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, ou quelques mois. On est sur ad vitam aeternam, enfin des années et des années potentiellement pour l'invalidité. Et la garantie perte de retraite consécutive à l'invalidité, bah, elle, c'est de votre départ à la retraite jusqu'à votre décès. Et c'est là où vous pouvez avoir, au lieu de la rente de 322 € dans l'exemple qui est là, au lieu de cette rente-là, vous pouvez avoir, si vous prenez la perte de retraite en capital, eh bien, 19 539 dans l'exemple à 95%. Exactement, à 19 000 qui tombe. Donc, soit vous touchez 320 par mois, le plus longtemps possible, soit vous touchez 19 000 tout de suite. Alors, pour moi, mon avis, hein, il ne faut jamais dissocier l'invalidité et la perte de retraite par invalidité, parce que si vous ne prenez que l'invalidité, vous serez bien couvert, entre guillemets, jusqu'à 62 ans. Par contre, passé 62 ans, bah, vous n'aurez que votre retraite pour vieillesse. Donc, après, c'est un conseil qu'on donne. On ne donne que des conseils. Tout à fait. Donc là, c'est un exemple concret. Bon, je ne sais pas si on le lit aussi. Hein. Donc là, Adrien, 52 ans, agent des services techniques, il gagne 1 300 € net par mois. Il a bien pris la garantie, donc à 95%. Donc jusqu'à 62 ans, il percevait 555 € de complément de traitement en invalidité par le contrat. Donc soit au total 1 235. Hein. La partie, alors c'est peut-être un peu petit, hein, mais 680, il y a 680 € de base par la caisse d'invalidité. Et puis donc le complément 555, donc ça fait 1 235. On n'est pas très très loin de ces 1 300 € normal. Après 62 ans, après son passage à la retraite pour vieillesse, puisqu'il a aussi pris la garantie perte de retraite, il perçoit 251 € de rente mensuelle, ce qui fait au total 931 € par mois, soit 95% de sa retraite normale qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été mis en invalidité et s'il n'avait pas eu un pépin de carrière. On arrive sur la 4e garantie qui est le décès, le capital décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie. Là, vous avez, de par le contrat, si vous souscrivez cette garantie, le versement de capital qui est égal à 100% de la rémunération annuelle nette. Donc, c'est une liberté totale de choix de votre part du ou des bénéficiaires. C'est un capital qui n'est pas imposable et qui est hors succession. Alors, attention, on est bien sur, c'est de la garantie d'essai, hein, ce n'est pas de l'assurance vie. On a rajouté un petit nota bene aussi, puisqu'on a eu des questions, des quiproquos sur le sujet. Ce n'est pas de l'épargne, ce n'est pas de l'argent que vous mettez de côté. Vos versements, ce n'est pas pour capitaliser et puis en profiter à la fin et ou le transmettre aux héritiers. C'est vraiment, vous vous garantissez contre le risque, malheureusement, que vous décédiez. Et donc, quand vous décédez, vous avez votre famille qui est dans la peine et qui a peut-être besoin d'aide financière. Et donc, le contrat là, prévoit le versement d'une somme forfaitaire X, donc 1 an de traitement qui sera versé à qui vous voulez. Et là c'est la différence avec le statut, c'est que vous choisissez, vous pouvez mettre le voisin, votre nièce. Une association. Une association, voilà. Donc, il vous faudra, si jamais vous souscrivez à cette garantie d'essai, il vous faudra compléter, en plus du bulletin d'adhésion, un deuxième document qui s'appelle la désignation des bénéficiaires. Dans cette désignation des bénéficiaires, on vous demande de remplir le plus précisément possible au propre qui vous voulez, donc nom, prénom, adresse, etc. Et donc, vous pouvez répartir, 50-50, si vous mettez 2 personnes, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et il faut bien aussi désigner une priorité, c'est-à-dire qu'en fait, le capital, il va à X,
Et si X n'est pas là ou n'est plus là, malheureusement, il va à Y. D'accord? Priorité 1, priorité 2. La totalité de votre répartition doit bien faire 100%, bien évidemment, du capital. Pour qu'on puisse verser le capital intégralement, il faut bien que ça soit réparti intégralement. Comme tu l'as dit, Jean-Charles, pour le capital décès, soit on prend la clause par défaut. Oui, aussi, je n'en ai pas parlé. Le conjoint, les enfants, les ascendants et les héritiers, là, on ne remplit rien du tout. Il suffit simplement de cocher sur le bulletin d'adhésion qu'on choisit l'option décès. Par contre, si on décide de mettre des bénéficiaires, il faudra bien remplir les bénéficiaires. Et la différence, je dirais, par rapport à l'ancien bulletin, c'est que sous l'ancien bulletin, si vous mettiez vos enfants, il fallait les nommer, les prénommer. Là, on n'est plus obligé parce que c'est marqué tout en bas, les enfants nés ou à naître répartis à part égale. Et automatiquement, comme c'est la collectivité qui va constituer le dossier, si malheureusement vous venez à décéder, mais je ne souhaite pas, il y aura automatiquement, je dirais, une photocopie du livret de famille où apparaissent vos enfants. Voilà. Quelques consignes pour bien remplir la désignation des bénéficiaires, pour être au clair. Alors, c'est un document confidentiel, on va le voir après, hein, c'est renvoyé directement chez nous. Bien désigné clairement et précisément, pas de rature, pas d'utilisation de correcteur, pas d'écriture de différentes couleurs, bien daté et signé. Faut bien renvoyer le document original, et pas de photocopie. Il faut faire attention à ce que la répartition soit bien... Voilà, 30 plus 30 plus 40, on est bien sur 100%, il n'y a pas de souci. Et vérifier l'ordre des priorités pour pas que ce soit incohérent. Vous avez un exemple. Alors, bien évidemment, tout ce que vous voyez à l'écran, hein, vous le retrouverez hein, dans l'avantage du webinaire et sinon, c'est aussi sur le site du centre de gestion. L'animation, elle est accessible hein, et donc elle le sera aussi. Donc, voilà, on prend un exemple, là, Grégoire, 32 ans, agent des services techniques, qui fait malheureusement un AVC, donc il gagnait 1 300 € plus 200 € de prime, c'est-à-dire 1 500 € brut par mois, soit 1 348 € net par mois. Donc, son dernier traitement brut annuel avec les primes, c'est 18 000, hein, c'est 1 500 x 12, donc 18 000. Donc, au titre du statut, de par le droit, sa collectivité employeur va verser donc aux ayants droit, et non pas aux bénéficiaires, les 18 000 €. Qui sont les ayants droit? Il a une femme et une fille, donc c'est la femme et la fille qui remplissent les critères qui perçoivent. Les règles disent quoi? C'est 1/3 pour la femme et 2/3 pour les enfants. Il n'y a qu'une fille, donc c'est 1/3 pour la femme, 6 000, 2/3 de 18 000 égale 12 000 pour sa fille. Ça, c'est la partie statutaire versée par l'employeur. Comme il a souscrit le contrat prévoyance, il a droit à 1 an de traitement net. Et là, ce traitement net, il va aller aux personnes désignées bénéficiaires que Grégoire a choisies librement. Que sais-je, la clause standard, par défaut, ou alors sa fille 40%, son voisin que j'ai appelé Monsieur Chanceux 30%, le boulanger du quartier Monsieur Bienheureux 20% et sa nièce Céline 10%. Le total fait 100%. On a bien réparti. J'ai dit cet exemple-là, ça pourrait être une fondation, ou encore sa fille à 80% et puis son neveu à 20%. Grégoire fait ce qu'il veut. Les versements dépendront du feuillet qu'on a vu juste avant, des personnes qui auront été clairement désignées. Dans l'exemple ici, finalement, sa femme perçoit les 6 000 de l'employeur plus le capital, et donc elle perçoit 16 176. Ça aurait pu être un autre cas de figure. D'accord? Là, il n'y a pas de... Tout peut exister. L'adhésion, comment bien adhérer pour transférer vos bulletins, pour qu'on puisse vous garantir, vous couvrir et vous protéger. L'essentiel, hein, c'est vraiment, si possible, on va le voir après, d'essayer de faire des adhésions en ligne. Là, on est déjà le 17 janvier, il ne reste pas beaucoup de temps. Si on peut éviter des navettes, des numérisations, c'est parfait. Si jamais il n'y a pas le choix, vous remplissez le bulletin, on va voir comment, vous le transférez à votre référent RH, qui le numérisera et qui nous l'enverra. Par mail, bien précisé. Par mail, voilà, tout à fait. C'est après, les référents RH au sein des collectivités ont quand même l'habitude et donc on a mis l'adresse en dessous et donc en fait ils scannent tous les bulletins
et hop, il nous envoie tout d'un coup. Hein. On ne fait pas du un par un, on fait par paquet, quoi. Donc, essayez de faire l'adhésion en ligne quand on va décrire, et sinon en bulletin. Et si jamais vous n'avez pas forcément d'ordinateur disponible auprès de vous, eh bien, essayez de vous rapprocher de votre service RH qui pourront quand même vous en prêter un, vous en mettre un à disposition. Donc, au sein de chaque collectivité, hein, il y a un référent RH et qui reçoit d'ailleurs des codes, on va le voir après, qui sont nécessaires pour pouvoir faire l'adhésion en ligne. S'il n'y a pas d'autre choix, vous remplissez le bulletin papier très lisiblement, complètement, vous datez, vous signez, vous le remettez à votre référent RH qui le numérisera et qui nous l'enverra à l'adresse mail qui est indiquée en dessous. adhésionprev.sofaxis@reliance.eu. Attention à la désignation des bénéficiaires hein, quand vous souscrivez la garantie d'essai. Cette désignation, elle ne doit pas être remise à votre référent RH, elle est confidentielle et donc il faut la mettre sous pli cacheté et nous la renvoyer directement. Vous avez l'adresse qui est indiquée hein, par voie postale, service santé prévoyance CS 80 006 18 020 Bourges-Cedex, et ou alors, sinon vous la scannez et vous nous l'envoyez aussi par mail, mais directement de la part de l'agent. OK. Donc, cheminement, adhésion en ligne et ou bulletin papier vers le service RH et désignation des bénéficiaires directement chez nous pour confidentialité. Comment adhérer? Là, vous avez un autre format pour décrire le cheminement. Vous complétez votre bulletin d'adhésion et la désignation des bénéficiaires. Vous adressez le bulletin d'adhésion vers le service RH. Le troisièmement, vous adressez la destination des bénéficiaires directement chez nous. On a remis l'adresse postale et mail. Et puis, vous recevrez un email de confirmation de votre adhésion. Et donc, à l'écran, là, vous avez à peu près au milieu le bulletin d'adhésion et puis sur la droite, le feuillet pour désigner les bénéficiaires. Le bulletin d'adhésion en papier, comment le remplir? Et donc, vous retrouverez les mêmes champs. L'avantage de l'adhésion en ligne, c'est que ça vous guide. Hein, et donc, en fait, il y a pas vous ne pouvez pas oublier un champ. L'outil vous guide, vous canalise. Sur le feuillet papier, il faut bien remplir d'abord tout ce qui est votre état civil, vos coordonnées, bien évidemment. Compléter votre situation professionnelle, agence NRACL, IRCANTEC, etc. etc. Et aidez-vous de votre bulletin de salaire. Procurez-vous un bulletin de salaire, ça sera valable aussi pour l'adhésion en ligne. Comme ça vous permet de remplir plus aisément les cases. Cochez l'option de garantie souhaitée, on va y arriver donc juste après. Et puis bien sûr, dater, signer avant de le remettre à votre référent RH. Je vais faire une petite précision, Jean-Charles, si ça ne te dérange pas. Sur le bulletin papier, je dis tout le temps, j'ai maximum 3 croix, minimum 2 croix. Pourquoi 3 croix? Je choisis mon assiette de cotisation, je choisis mon niveau d'indemnisation avec mes garanties si je prends l'option d'essai. Parce que ça arrive régulièrement que chez Sofaxis, vous recevez des bulletins où l'agent a coché toutes les garanties. Ah oui, non. Il faut faire un choix. Faut pas mettre des croix partout. Choisir son assiette, effectivement, Frédéric l'a dit, TBI, NBI, RI et ou que TBI, NBI. Choisir la formule de garantie qui vous convient. Et dater, signer. OK. Alors, si vous choisissez l'adhésion en ligne, donc là, vous avez plusieurs pages qui vous guident sur comment faire. Donc, c'est du guidage pas à pas. Alors, en synthèse, chaque collectivité reçoit un code employeur que vous devez vous procurer, qui vous sera nécessaire pour pouvoir vous connecter. Mais apparemment, il y a beaucoup de collectivités, d'après les messages, qui n'ont pas reçu le code. Mais je pense que ces collectivités ont bien reçu le code, mais je pense que l'interlocuteur parfois a changé. Ça dépend de l'ancienne demande de souscription collectivité, quelle personne avait été renseignée. Donc, parfois, ça peut être arrivé au cabinet du maire où la personne est partie. Donc, ne vous inquiétez pas, Valérie Riffet, je l'ai vu, va vous retourner tous les codes pour pouvoir faire l'adhésion en ligne. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Oui, problème d'interlocuteur. On a des personnes référentes et donc, s'il y a un changement de personne, on envoie au mail de la personne qui n'est plus forcément là et présente pour recevoir la. D'accord. Donc, pour adhérer en ligne, qu'il vous faut, c'est donc ce fameux code employeur. Incontournable pour savoir en fait que quand on reçoit un bulletin agent, il est bien affecté, relié à telle ou telle collectivité. Il vous faudra un téléphone portable parce que vous allez recevoir à un moment dans la procédure un code qui vous permet de vous identifier et de sécuriser, et donc il vous faut un téléphone portable et puis avoir votre bulletin de salaire pour avoir tous les renseignements nécessaires pour pouvoir compléter correctement. Donc là, première étape, votre service ressources humaines vous fournit le code collectivité.
vous vous rendez sur le site de Sofacsis, www.sofacsis.com, et puis sur l'espace. Alors, c'est l'espace client. Quand vous êtes dans client, vous allez dans agent, puisque vous êtes un agent. Et il n'y a pas le choix, c'est marqué prévoyance, tout simplement. Et lorsque vous cliquez sur prévoyance, vous arrivez dans l'environnement Mon espace adhérent. Voilà comment ça fonctionne. OK. Je vais ajouter que je vous renverrai une petite note d'adhésion en ligne et il y a, en plus de cette adresse mail, il y a directement le lien avec l'adresse précise qui vous permet d'accéder directement à la page concernée pour l'adhésion en ligne. Valérie, ça c'est pour les 130 et quelques personnes qui sont… On est à peu près 130. Alors, je n'ai pas le compteur sous les yeux, mais il y avait à peu près 130 inscrits à cette réunion-là. Donc, tu vas l'envoyer à toutes les personnes dont on a le mail ici, c'est ça? Oui, et les personnes qui n'ont pas précédemment reçu le code que j'ai noté au fur et à mesure, je vais à la fois retourner la communication que l'on avait fait mi-décembre avec le code concerné et également la notice d'information sur l'adhésion en ligne qui permettra d'avoir le lien direct vers le document que tu montres, l'espace adhérent. Il n'y a plus qu'à inscrire ensuite le code dans mon code d'accès. On arrive directement au bon endroit. D'accord. Alors, hop, je vais tourner la page. Donc là, par contre, je n'ai pas trop su. Donc, on arrive où? Donc, j'ai grillé une étape ou non? On arrive directement là? On arrive directement sur l'écran qui est en haut à droite là? Où il faut remplir quelques champs pour pouvoir faire l'adhésion en ligne. Voilà, d'accord, ok. Donc, dans le menu adhésion en ligne, l'agent prend connaissance des informations, prépare son dossier, renseigne ses noms, prénoms, numéro de téléphone portable, ça c'est important, hein, à la fois pour recevoir le code et puis pour qu'on puisse vous envoyer les SMS quand il y a des remboursements. Donc, ça c'est important, mettez-le. Et puis, votre mail aussi, ça peut pas manger, ça peut pas déranger. Donc, vous allez recevoir, en complétant le pavé en haut à droite, un email qui vous permettra de vous connecter et de vous reconnecter si besoin. Ensuite, vous allez devoir vérifier et signer. Il y a un petit logiciel pour faire une signature. Après avoir vérifié le numéro de téléphone et cliquer sur « Envoyer le SMS », et c'est là où vous avez besoin de votre téléphone portable parce que vous recevez un SMS qui vous donne un code que vous pouvez renseigner. Donc ça, c'est la troisième petite bulle en bas. C'est pas facile parce que je peux pas le montrer. Et donc, dans la suite des étapes, vous allez pouvoir donc continuer et puis donc remplir le bulletin et procéder à vos choix. Et l'avantage, si je peux me permettre, l'avantage que vous avez, si vous faites l'adhésion en ligne et que le code qui vous a été fourni par votre collectivité est propre à votre collectivité, vous n'avez pas besoin de remplir le nom de la collectivité, l'adresse, le numéro de SIRET. Tout ça est déjà pré-rempli. Ouais. Et je dirais, dans l'adhésion en ligne, vous verrez, hein, les champs obligatoires sont en rouge. Oui, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous essayez de passer à la page d'après et que le champ n'est pas rempli, bah, ça ne passera pas. Donc, voilà, c'est sécurisant. Et donc, vous allez choisir vos garanties, incapacité, invalidité, perte de retraite, décès. Donc, si l'agent ne souscrit pas à l'option décès, bon, bah, il n'y aura pas de désignation des bénéficiaires à remplir. Si vous cochez la case décès, à ce moment-là, automatiquement, cela vous emmènera sur un document qui s'appelle la désignation des bénéficiaires, qui sera pré-rempli au niveau de la raison sociale de la collectivité, du nom de l'assuré, etc. Ça va récupérer ce que vous avez déjà saisi. Vous allez devoir choisir si vous prenez, en fait, donc le capital dû en cas de décès, toute cause est attribuée soit selon la clause standard, soit en désignant des bénéficiaires. Donc ça, c'est la clause de standard, c'est la première petite case à cocher en haut, et celle où vous désignez les bénéficiaires, c'est celle en bas. Donc, il faut bien fonctionner. Là, c'est vous qui choisissez. Vous peut-être mieux désigner des bénéficiaires, mais si la clause de standard vous convient, vous avez tout à fait le droit de la cocher. Ensuite, si vous cochez la case désignation des bénéficiaires, bah forcément, vous avez le petit tableau comme sur le bulletin papier qui vient vous demander de préciser nommément un nom, prénom, etc. Les personnes que vous voulez voir bénéficier du capital en cas de décès, avec les pourcentages d'attribution et la priorité. D'accord ?
Le logiciel vous guide. À la fin, vous allez devoir terminer, bien évidemment, cliquer sur terminer, donc signature, terminer, et puis vous allez avoir donc la signature, voilà. Donc vous pouvez choisir des modèles de signature. Enfin, là, vous embêtez pas, hein, faites au plus simple, prenez la première. Très honnêtement, on s'en moque. Hein. Ce qui compte, c'est que vous signez, que ce soit en forme X ou Y, peu importe. Ensuite, l'agent valide sa demande d'adhésion, donc vous revérifiez. Là, si jamais vous avez un champ qui ne va pas, qui n'est pas rempli, bah forcément ça apparaît, donc vous devez le compléter. Et puis finalement, vous cliquez sur terminer. Donc là, un message vous indique que la demande a bien été enregistrée. Et puis vous recevez par mail un bulletin et son formulaire de désignation. Enfin voilà, vous avez le récapitulatif. Et puis, bah, vous avez aussi la possibilité de retrouver tout ça après dans votre espace client, hein, bien évidemment. Bon, de toute façon, je vous dis, le logiciel vous guide, hein, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Et puis, si jamais vraiment ça ne va pas, et bien à ce moment-là, voir votre collectivité pour un bulletin papier, mais ça serait dommage de se priver de ce moderne. Votre interlocuteur RH reçoit un mail aussi, hein, de confirmation de votre inscription, et il peut le compulser, hein, mais pas la désignation, le bulletin. L'employeur contrôle, valide, transmet. Le contrôle et la validation, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de difficultés, de problèmes, voilà, ou de manque. Encore une fois, ça se fait plutôt sur les bulletins papier que sur les bulletins en ligne. En ligne, le logiciel vous guide. Fin du processus, information des signataires. La cotisation. Comment ça se passe? Alors là, ça va peut-être, j'espère que ce n'est pas trop petit pour vous à la lecture. Donc là, en fait, on a résumé à l'écran ce que vous retrouvez sur le bulletin d'adhésion, hein, tout simplement, ou sur le flyer. Donc, Frédéric vous parlait tout à l'heure du choix de l'assiette de cotisation, donc TBI-NBI ou TBI-NBI-RI en haut à gauche, ou pour des agents qui ne sont pas CNRACL, hein, vous avez les deux cases de droite, hein, mais toujours pareil, c'est rémunération hors prime ou avec prime. C'est les agents de droit privé. Ouais. Le gros pavé intermédiaire au milieu, là, c'est là où vous retrouvez tous les taux de cotisation par formule de garantie. Donc, vous avez, déjà, je commence par les colonnes, vous voyez les niveaux d'indemnisation. Donc, vous avez soit du 80%, soit du 85%, soit du 90%, soit du 95%. La colonne 95 et 90 sont l'équivalent de ce que vous aviez auparavant, hein, jusqu'à fin 2021. On a rajouté des possibilités de vous indemniser un petit peu moins, mais forcément, ça coûte moins cher, à 85% ou à 80%. En ligne, vous avez la première formule qui est l'incapacité temporaire, donc uniquement la garantie maintien de salaire. En ligne 2, vous avez l'incapacité temporaire de travail plus l'invalidité permanente. En ligne 3, vous avez l'incapacité temporaire de travail plus l'invalidité plus la perte de retraite consécutive à une invalidité sous forme de rente. La ligne d'après, c'est les trois garanties, mais cette fois-ci avec la perte de retraite en capital. Et là, vous retrouvez le capitaux 480% du PMSS, donc ça fait 16 500, j'arrondis. 510%, ça fait un petit peu plus, 540 un petit peu plus, et le 570%, ça fait 19 500. Et puis enfin, la dernière ligne, vous avez l'option décès et perte totale et irréversible d'autonomie, qui vaut 0,29. Donc, vous cochez une case pour l'assiette, une case pour les formules, et puis le décès. Donc, c'est là où Frédéric vous disait tout à l'heure 3 croix. Alors, après, les petits indices verts que je vous ai mis à l'écran. Actuellement, enfin en 2021, en fait, pour l'incapacité seule, cela a coûté 0,88 ou 0,78. Donc, on a négocié avec Interial et on a essayé de vous obtenir finalement pour les agents qui seraient en difficulté ou de pas trop augmenter leur budget, de pouvoir rester dans le budget. Donc, vous avez ces deux solutions-là uniquement pour l'incapacité. Vous avez aussi alors, une option qui est pas mal. Hein, donc, soit vous prenez le 95% avec les 4 garanties comme bon nombre d'agents ont. Hein, et donc, à ce moment-là, on arrive à soit 2,41 plus le décès à 0,29 de 70,
ou alors 2,16 si vous prenez la perte de retraite sous forme de capital, plus les 0,29. Bon, là, ça fait une augmentation un peu. Donc, si jamais ça vous gêne un petit peu, vous pouvez vous rabattre sur la formule à 90%. Donc là, pour 5% de remboursement en moins en cas d'arrêt, avec la perte de retraite en capital et le décès, hein, donc les 4 garanties avec la perte de retraite en capital et le décès, là, on arrive à 2,20. Quand auparavant, on était à 2,18. Donc, un petit peu moins bien remboursé de 5%, mais vous restez dans votre budget. Un autre moyen de rester à peu près dans votre budget, si vous avez pris les 4 garanties, si vous aviez les 4 garanties auparavant, c'est de prendre du 85%. Donc, c'est la petite flèche verte qui va vers la gauche, là. Les 4 garanties, incapacité, invalidité, perte de retraite, donc remboursé à 85%. Donc là, pour le coup, vous avez quand même 10% de moins de remboursement qu'actuellement. Plus le décès, là, vous êtes à 2,13. Donc, c'est un budget quasiment identique, un petit peu moins même que les 2,18 actuellement. Ou alors même 1,93% de votre rémunération, on va le voir après, hein, si vous prenez la perte de retraite en capital. Ou alors la bulle du milieu, c'est l'incapacité plus l'invalidité plus le décès, sans perte de retraite. En 90%, ça vaut 1,97 ou en 85%, ça vaut 1,72. D'accord ? Donc après, en dessous, c'est quelques règles pour vous aider. Hein. Donc, vous choisissez bien votre niveau de remboursement, vous choisissez bien vos garanties. Attention, la perte de retraite, elle ne peut être souscrite qu'avec l'invalidité. Hein. Ce n'est pas possible de manière distincte. Et on ne peut pas souscrire plusieurs niveaux de remboursement. Vous ne pouvez pas me dire, je voudrais l'incapacité en 95%, l'invalidité en 80%. Non, vous êtes obligé de prendre dans une colonne. Attention, je vous disais tout à l'heure, pas de possibilité de baisser les garanties. Interial permet que nous changions le niveau de garantie. Donc, par exemple, vous prenez incapacité, invalidité, et puis vous voulez rajouter perte de retraite ou le décès. Mais vous êtes obligé de rester. Vous ne pouvez pas non plus bouger de pourcentage. Ce que vous choisissez comme colonne, entre guillemets, vous êtes obligé de rester dedans. L'indemnisation, on ne peut pas la modifier. Oui, tout à fait. Vous pouvez juste rajouter une garantie. Et si vous rajoutez une garantie, à ce moment-là, attention, vous aurez le délai de stage. D'accord ? On peut monter, mais on ne peut pas descendre. Alors après, on vous a mis des tableaux, en fait. Là, c'est de la lecture directe pour vous faciliter la compréhension et la lecture. Donc, on a repris, en fait, les garanties. Donc là, on est... La première planche, c'est pour avoir finalement un maintien de la rémunération et donc un remboursement jusqu'à la hauteur de 95% de votre rémunération normale et antérieure. La page d'après, je vous la montre, c'est 90%. La page d'après, c'est 85%. La page d'après, c'est 80%. Je reviens sur la version pleine, entre guillemets, le plus cher. Le plus cher, c'est cette page-là. Après, c'est forcément un petit peu moins cher. Donc, l'incapacité seule, ça vaut 1,20% que vous appliquez à votre rémunération brute mensuelle. Donc, le brut, c'est en haut de la feuille de paye. Le net, c'est en bas. Si vous gagnez 1 500, ça vaut 18 €. Si vous gagnez 1 800, ça vaut 21,60 €. Si vous gagnez 2 000 €, ça vaut 24 €. Donc, tous les montants qui sont là sont hors participation financière de votre employeur. Donc, après, je vous renvoie chacun vers votre employeur pour savoir quelle est la participation que vous verse la collectivité. 1, 2, 3, 4, 5, 10 €, voilà, qu'il faudra déduire du montant que vous lisez ici. Alors, donc, si vous prenez, vous voyez, les 4 garanties, là, on est en 95% de remboursement. Donc, par exemple, je prends le carré le plus gros, là, le 2,16, donc l'incapacité, l'invalidité, la perte de retraite consécutive à l'invalidité en capital, c'est-à-dire 570% du PMSS, c'est-à-dire 19 500, ça vaut 2,16. Si vous gagnez 2 000 €, ça fait 43,20 € par mois. Imaginons que votre collectivité ne participe pas beaucoup et vous verse qu'1 €. À ce moment-là, vous devrez décaisser 42,20 € de votre poche. Si elle vous verse 10 €, vous devrez décaisser 33,20 € de votre poche. D'accord ? Si vous prenez avec les 2 carrés orange, là, c'est les 4 garanties. Les 4 garanties avec la perte de retraite en rente ou
en capital, vous avez les taux, et là, vous avez le maximum. Pour quelqu'un qui… Alors après, vous pouvez faire des multiples. Hein, si jamais vous gagnez 3 000 €, bah, vous prenez la première colonne multipliée par 2. Enfin, il n'y a pas de taxe à rajouter, c'est assez facile. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut déduire après de ces montants-là, pour savoir ce que cela va vous coûter réellement, il faut déduire la participation employeur de votre collectivité. J'espère que c'est clair. Et je me permets de tourner. Alors, je ne laisse pas trop à l'écran les différents pourcentages, ça, vous pourrez le revoir. Je ne pense pas, Fred, Eric, qu'il soit nécessaire de redire tous les taux. Comme non. Aujourd'hui, les taux se trouvent sur le bulletin d'adhésion individuel. Ouais. Après, chaque agent décide de choisir son niveau d'indemnisation et de ses garanties. C'est sûr qu'une petite précision par rapport à tous les mails que je peux voir, toutes les questions, pardon. C'est sûr qu'un agent qui aujourd'hui est à 59 ans, qui est proche de la retraite, on lui conseillerait plutôt de partir sur une garantie incapacité, parce qu'il est protégé par le statut. S'il est en longue durée, l'âge légal minimum, c'est 62 ans, 59 plus 3, on arrive bien à 62 ans. Cet agent ne serait pas mis en retraite pour invalidité, il serait mis en retraite pour vieillesse. Donc on est bien d'accord qu'aujourd'hui, le conseil qu'on peut donner. Oui. Ça, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, plus vous avancez dans la carrière, plus vous vous approchez de l'âge de départ à la retraite, moins la garantie invalidité et moins la garantie perte de retraite n'a de sens. Il peut arriver un pépin, hein, mais voilà. C'est des connes à marge. Voilà, exactement. Par contre, pour les agents les plus jeunes qui nous écoutent, dans cette réunion ou que vous connaissez, voilà, c'est les plus jeunes qui sont les plus exposés. Attention, un accident de la vie privée, un agent qui fait du rugby ou du foot, qui a un tacle mal placé, etc., le genou y passe, etc., ça peut être facilement 6 mois à la maison. Et ça peut être 6 mois en venant chez papa, maman, si jamais le loyer est trop cher parce que le passage à demi-traitement, on ne peut pas l'assumer parce que… Enfin, on ne peut plus payer le loyer parce que voilà, la rémunération est divisée par 2. C'est un cas qu'on a croisé, ce n'est pas un cas fictif, c'est un vrai. C'est un grand gaillard qui n'y croyait pas et finalement, il a eu des soucis. 30 ans, mais retour chez papa, maman. Donc voilà, la prévoyance, c'est pour prévenir ça. Et bien évidemment, si ce même agent avait un pépin physique hyper important au point qu'il ne puisse plus exercer du tout, c'est-à-dire que là, il peut être mis en retraite pour invalidité, et donc là, les conséquences financières sont lourdes, l'intérêt d'être couvert, maximum. Un agent qui a 2 ans d'annuité de cotisation, qui a un taux de 10%, il y aura une retraite pour invalidité maximum de 90 €. Tout simplement. Ce qui est ridicule. Tout à fait. Bon, on continue. On n'est pas très très loin du bout. Le prélèvement, en fait, donc une fois que vous aurez choisi vos garanties, donc ça détermine un taux, et donc ça, c'est côté RH, côté employeur, il y aura un prélèvement sur votre feuille de paye, sur votre rémunération. Il n'y a pas de démarche à faire de la part de l'agent. Tout ça, ça va être automatiquement calculé, établi et prélevé par la collectivité. L'espace adhérent. Donc ça, je vous disais tout à l'heure, c'est important de renseigner votre téléphone, votre adresse mail, et après, vous recevez un mail de confirmation et les codes pour aussi aller voir votre espace adhérent, compulser. Vous retrouverez la notice d'information, les éléments contractuels, les pièces. Vous pouvez voir quand vous vous connectez dès la première page les indemnisations qui vous sont versées. Après, je sais qu'il y a le système des alertes SMS qui marche bien, donc en fait, la plupart des agents voient passer les remboursements et donc sont satisfaits, donc c'est parfait. Mais vous pouvez tout retrouver sur votre espace adhérent. Vous retrouvez le bulletin d'adhésion signé, la notice, les différents éléments. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Télécharger les formulaires, retrouver aussi, si jamais il y a besoin. Si vous voulez changer les bénéficiaires, vous pouvez. C'est pas figé et gravé dans le marbre. Donc, il faut vous procurer un formulaire pour l'envoyer, le mettre à jour. Ça, c'est les bulletins d'adhésion, les formulaires pour les bénéficiaires en cas de décès vierges. Oui. Pour savoir, vous ne retrouverez jamais votre bulletin des bénéficiaires, je dirais, sur votre espace adhérent. Il est mis dans un coffre-fort chez Sofaxis pour une question de RGPD. Ouais.
confidentialité, etc. Mais par contre, vous pouvez l'actualiser, c'est-à-dire que vous pouvez changer d'avis, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous désignez Pierre-Paul Jacques, demain, vous pouvez dire Pierre-Paul Jacques, non, et je désigne quelqu'un d'autre. Ça, vous en avez parfaitement le droit. Donc, ce sera toujours le dernier document arrivé qui fera foi. Bon, sur l'espace adhérent, vous voyez aussi les indemnisations, mais encore une fois, c'est souvent l'alerte SMS qui prime. Bah, les indemnisations, jamais il y aura un état récapitulatif papier qui sera envoyé, tout simplement parce que ça, aujourd'hui, ce n'est pas imposable. Tout à fait. Donc l'indemnisation, bon après c'est les étapes, hein. Donc là, si jamais vous avez un arrêt, donc encore une fois, je répète, hein, tous les arrêts qui sont commencés sous l'égide en fait, du contrat précédent CNP vont être assumés par CNP. Donc ça, c'est votre service RH qui s'en occupe et qui est transféré vers nous. Et donc nous, après, on impute sur la compagnie X ou la compagnie Y. Donc pas d'inquiétude pour vous. Donc la collectivité constitue le dossier de demande d'indemnisation, elle nous l'envoie, hein, on traite. Donc je vous prie déjà de nous excuser, hein, il y a eu des délais un peu plus longs l'année dernière du fait d'un changement d'outils et de perturbation de méthode. Et donc, mais on a mis les bouchées doubles et donc dans l'équipe de Christelle, il y a eu des efforts, des travails le samedi, etc. pour revenir à des délais qui se veulent être autour de 5 jours. Hein. Notre préoccupation prioritaire, c'est bien de vous rembourser le plus vite possible. Hein. On sait très bien que c'est très très important pour les agents. Hein. Donc voilà, nostra culpa par rapport aux soucis informatiques, mais voilà, on a eu une mauvaise passe, mais on va faire fort que ça ne se reproduise pas. Et puis dès l'instant où on vous indemnise, en fait, vous avez, encore une fois, je disais, c'est un système qui fonctionne bien, les alertes SMS, on a toujours eu plein de retours positifs sur cet aspect-là. Et donc, possibilité pour vous de créer le compte Internet et de suivre les remboursements sur votre espace adhérent. Voilà, donc parlez-en autour de vous, hein, les documents sont disponibles auprès de votre service ressources humaines qui eux-mêmes peuvent le télécharger sur le site du CDG. Hein. Tous les bulletins, notices et autres documents, le PowerPoint que je vous ai présenté, il est disponible. Il y a une version commentée un peu rapide et une un peu plus longue par une collègue Elisabeth qui a officié. Ce webinaire sera éventuellement accessible. Déjà, vous pourrez le revoir à loisir dès la fin de la séance. Vous aurez, c'est l'avantage, accès à un replay. Alors, je me tourne peut-être vers les questions. J'ai vu qu'il y en avait eu pas mal. Ouais, moi, je vais faire un petit point, s'il te plaît, par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Aujourd'hui, c'est un nouveau contrat. Donc, comme c'est un nouveau contrat, il faut que chaque collectivité reprenne une délibération, une convention, une demande de souscription collectivité. Tout ça, vous le retrouvez sur le site du centre de gestion, dans l'extranet, la rubrique ICDG 62. Vous allez dans Menu, Base documentaire, Documents, et vous avez une liste déroulante et vous cherchez PSC Prévoyance. Et vous allez tout retrouver. Même, je dirais, les bulletins d'adhésion. Vous retrouvez tout. Aujourd'hui, par rapport aux demandes qui ont été faites aussi pour les codes, Valérie, il faudrait peut-être vérifier si les adresses mail sont bien en concordance par rapport aux codes. Parce que les collectivités qui aujourd'hui n'ont pas reçu les codes, il faut savoir que si vous faites l'adhésion en ligne, il faut à tout prix une adresse mail. Il faut que ce soit la bonne adresse mail. C'est-à-dire, je m'explique, si aujourd'hui on a mis l'adresse de monsieur le maire, malheureusement, c'est monsieur le maire qui va recevoir toutes les adhésions en ligne. Donc, lorsque Madame Riffet va vous envoyer vos codes, elle va vous mettre l'adresse qui a été générée, que vous aviez retournée en 2019. Et il faudra préciser si c'est la bonne adresse ou si ce n'est pas la bonne adresse mail. Après, j'ai vu aussi que j'avais des collectivités qui m'avaient envoyé les bulletins d'adhésion. Vous inquiétez pas, moi, j'ai tout transmis, je dirais, à Sofaxis. Il n'y a aucun problème. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a des collectivités qui n'ont pas bien compris le principe du régime indemnitaire. Il y a des collectivités qui marquaient le régime indemnitaire, y a-t-il lieu ou pas lieu de le prendre? Il faut savoir que le régime indemnitaire n'intervient que lorsque je passe à demi-traitement. Et si vous cotisez sur le régime indemnitaire, vous aurez au maximum, que vous soyez en maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée, 45% de votre régime indemnitaire. Il y a bien un intérêt à le couvrir. C'est à loisir et au choix de chacun, hein, mais il y a bien intérêt à le couvrir. Par contre, il est clair qu'effectivement,
tout ce qui se passe pendant la période de plein traitement ne nous incombe pas. Ou bien à demi-traitement qui est versé par la collectivité. Si vous regardez à Ah nouveau, je dirais, cette présentation, lorsque vous voyez la partie jaune, c'est tout simple. Ça, c'est à la charge de votre employeur. Et là, il n'y a pas de régime indemnitaire, sauf sur la maladie ordinaire. Et encore, ça dépend. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, il y a des collectivités qui ne maintiennent pas le régime indemnitaire en maladie ordinaire à demi-traitement. À plein traitement, pardon. Je prends l'exemple du centre de gestion. Nous, le centre de gestion, lorsqu'on est en maladie ordinaire, lorsque vous voyez sur la slide 3 mois, normalement, on devrait être à plein traitement. Ben nous, dès le premier jour d'arrêt, le centre de gestion nous enlève un 30e. Donc, au bout d'un mois, je n'ai plus de régime indemnitaire. Donc, au bout du deuxième mois, pardon, je n'ai plus de régime indemnitaire. Au bout du troisième mois, je n'ai plus de régime indemnitaire. Quand je suis à 9 mois, partie employeur, je n'ai pas de régime indemnitaire puisque le centre de gestion l'a suspendu. Par contre, lorsque la prévoyance va intervenir, ben, si j'ai pris une indemnisation à 95% et que j'ai pris l'assiette de cotisation TBI, NBI et régime indemnitaire, je toucherai donc de la part de la mutuelle intériale 45% de mon régime indemnitaire. Et le principe reste le même sur la longue maladie, longue durée. Par contre, là, l'employeur ne maintient pas le régime indemnitaire lorsque je suis, je dirais, à plein et demi-traitement. C'est la prévoyance qui viendra rajouter 45% de mon régime indemnitaire. Voilà l'intérêt d'inclure ou de ne pas inclure le régime indemnitaire. Après, ça dépend toujours du montant de votre régime indemnitaire. On est bien d'accord. Oui. Alors, il y a une question là sur le chat. Si la participation est exonérée ou elle est soumise à cotisation, la participation employeur. Du coup, Jean-Charles. Si elle est soumise à. Le pourcentage vient déterminer, donc en fonction de la garantie, le 2, quelque chose, appliqué sur la rémunération de l'agent, va donner la cotisation. Oui. De cette cotisation, je dis n'importe quoi, 38 €, l'agent va déduire la participation que lui verse la collectivité. Oui. On a un exemple de 5 €. Donc, ça veut dire que l'agent assumera 33 €. Alors, je n'ai pas bien compris la question, peut-être. Est-ce que la participation employeur est soumise à cotisation? Donc, à cotisation. De cotisation sociale sur les bulletins de salaire. Là, j'ai regardé un petit peu pendant la réunion plusieurs bulletins de salaire. Et non, la cotisation, enfin, la participation employeur n'est pas soumise à cotisation. Bon, moi, c'est un pur avantage, en fait, voilà. que l'employeur octroie à l'agent. Et effectivement, là, je n'ai pas toutes les règles fiscales, etc., mais je ne pense pas. Non, là, c'est un… non, sinon ça viendrait limiter, à la limite, enfin, pour qu'il y ait 5 € entre guillemets net qui bénéficient à l'agent, il faudrait que l'employeur verse 6 et quelques. Donc, non, ça c'est des… Non. Donc, du coup, non, ce n'est pas soumis à cotisation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis en train de reprendre un petit peu le chat, mais comme il y en a eu beaucoup, donc je suis un peu sur le début, donc je vous laisse s'il y a des questions. Il y en a une autre, je pense qu'on n'a pas répondu, c'est à Madame Vasseur. Un agent qui est proche de la retraite entre 6 mois et 1 an et qui a pris l'incapacité, l'invalidité, la perte de retraite, peut-il modifier pour ne prendre que l'incapacité? Est-ce qu'on peut revenir? Non, alors je le disais tout à l'heure, Interial ne veut pas, le contrat ne permet pas de modification à la baisse. Donc c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Alors après, donc si vous faites la demande, c'est même pas la peine de faire la demande parce qu'ils vont nous opposer à un veto. Donc c'est non. Après, il est toujours possible, peut-être, je ne sais pas, de dénoncer le contrat pour resouscrire autrement. Je pense pas qu'ils aillent vérifier ça. Par contre, attention, non, période de stage, il n'y aura pas. Après, il ne faut pas être en arrêt, parce que là, pour le coup, il y aurait le délai de reprise. C'est un peu des subterfuges, quoi, mais en principe, vous choisissez un peu de manière définitive vos garanties. J'espère que ça répond à la question.
Bon, devons-nous refaire signer un bulletin d'adhésion à chaque agent, bien sûr. Nouvelle délibération, ok. Je sais pas, si éventuellement quelqu'un a émis une question que nous n'aurions pas traitée, peut-être la reposer succinctement, histoire ou se manifester. Enfin, j'avoue, dans le fil de coup, je n'ai pas suivi. Ça fait pour la plupart des cas. Alors, donc pas d'inquiétude, hein, je reviens sur les adhésions au 1er janvier. Des prélèvements peuvent se faire sur février pour 2 mois, le mois de janvier-février, si jamais rien n'a été fait pour les prélèvements de janvier. Et pour les référents RH, hein, faut bien suivre, vous avez dû recevoir, il y a des webinaires qui vont avoir lieu. Valérie, je crois que c'est le 24 ou 25 ou... Les invitations vont partir la semaine prochaine pour au plus tard les réunions sur la première semaine de février, avant les vacances scolaires. Donc, les séances seront avant les vacances scolaires. Y a-t-il une obligation de faire adhérer les agents Ircantec pour question de Madame Campion. L'adhésion reste facultative, il n'y a aucune... Voilà, il n'y a pas d'obligation. Non. À la limite, vous avez, en tant qu'employeur, alors là je m'adresse au référent RH, vous avez l'obligation d'en parler à tout le monde. Voilà. L'obligation de présenter et de recueillir la preuve de votre présentation à tous les agents, ça oui. Mais l'obligation de faire adhérer, ça non. Non. On est bien dans de l'adhésion facultative. Par contre, pour un agent Ircantec, à partir du moment où la collectivité ne fait plus la subrogation, c'est la sécurité sociale qui prend le relais. Il faut bien savoir que nous venons compléter les indemnités de la sécurité sociale jusqu'à hauteur d'à peu près 3 ans, l'affection de longue durée considérée par la sécurité sociale. Donc, d'où l'intérêt de bien proposer l'adhésion aux agents Ircantec. Dans les documents importants à diffuser aux agents, nous n'avons pas parlé de la notice d'information qui est le contrat de chaque agent, qui est important à diffuser en même temps que le bulletin d'adhésion. C'est un document que vous retrouvez également sur l'extranet du centre de gestion. Qu'au besoin, on peut également vous transmettre. C'est une obligation de la part de l'employeur. Vous devez garder la preuve de cette remise. Alors, toujours des questions sur effectivement le décalage des déclarations de cotisation sur notre plateforme. Oui, je vous confirme que les cotisations de février seront compactées avec celles de janvier, puisque vous ne pouvez pas aujourd'hui accéder au formulaire de janvier. Il n'y aura pas de souci. Mais vous allez avoir effectivement une démonstration pratique de cette nouvelle plateforme qui va être plus ergonomique et plus simple de prise en main. Donc, ne vous inquiétez pas parce que je vois que c'est source de questionnement. Vous allez avoir des réponses dans très peu de jours de ce côté-là. Et si vous avez les uns les autres fait des mandats avec l'ancien RIB, ne vous inquiétez pas, on pourra tout à fait, bien sûr, affecter les règlements sur les sommes dues. Je vois une question de Madame Cachera sur le fait de faire l'adhésion en ligne pour ses agents. Je ne sais pas si est-ce que c'est possible ça de faire pour le compte d'autrui, peut-être. Enfin, alors, avec l'agent à côté de vous peut-être, mais informatique, oui, mais il nous faudra dans tous les cas la signature de chaque personne, même si elle est dématérialisée. On ne peut pas mettre un PO. Chaque personne on doit avoir l'identité de chaque adhérent en ligne sur le bulletin en ligne. Oui, en version papier, aider à remplir, ok. Et après, la partie de désignation des bénéficiaires, c'est censé être confidentiel et après, la proximité fait que, voilà, j'imagine que parfois vous pouvez aider. Hein, mais, voilà, on n'est pas au courant.
Donc, j'ai eu plusieurs fois la question aussi sur un agent en arrêt maladie qui donc a des indemnisations sur l'ancien contrat. S'il n'y avait pas de garantie précédemment, il y a 31 jours, s'il y avait garantie précédemment, un seul jour. Une journée, voilà, une journée voilà. après sa reprise du travail. Oui, voilà. Donc, dans le cas présent, si c'est un agent qui est effectivement indemnisé par nous, par CNP, ça veut dire qu'il avait la garantie avant. Donc, en fait, il faut envoyer le bulletin tout de suite. Il ne faut pas attendre que l'agent reprenne, hein. En fait, le conseil pour tout le monde, c'est si jamais vous avez des agents qui sont en arrêt, vous faites bien remplir le bulletin pour justement pas oublier, pas louper, pas s'en occuper au moment de la reprise, etc. On remplit les bulletins, on les envoie, et ce qui permettra de voir que l'agent X, ok, il est en arrêt, mais il était garanti auparavant. Donc, les conditions contractuelles de démarrage de la couverture, puisqu'il était garanti, ce n'est pas au bout de 31 jours de reprise d'activité, c'est au bout de 1 jour de reprise d'activité. Dès sa reprise, dès son retour. C'est le jour de la reprise même. Voilà. Précisément, oui, le jour, oui. C'est le jour de la reprise. Donc, conseil, tous les agents en arrêt, on fait bien les bulletins, on les envoie. En arrêt ou en situation particulière de partiel thérapeutique ou disponibilité pour convenance personnelle. On verra les cas particuliers. Il y a des questions autour de la date limite pour prendre les délibérations, Frédéric. Le problème, c'est que je sais qu'il n'y a pas toujours un conseil municipal. En vérité, la délibération, ce n'est pas trop pour le centre de gestion, c'est surtout pour les collectivités, pour transmettre à la trésorerie en fonction de la participation de la collectivité et par rapport au nouveau contrat. Si jamais il y a des changements de participation, par exemple. Même là, il y a un changement. Il y a un changement de prestataire. C'est plus, je dirais, la CNP, c'est Intérial. Oui. Et donc, il suffirait d'avoir une trésorerie assez pointilleuse qui pourrait vous réclamer, je dirais, la nouvelle délibération pour les cotisations. Alors, si également le formulaire qui s'appelle souscription, qui doit transiter par le centre de gestion, doit nous être adressé dans un délai raisonnable, on va dire, courant février. On peut se dire ça, Frédéric, même si la délibération n'est pas jointe. On est bien d'accord. Que l'on Moi, puisse j'ai déjà tout enregistrer recensé, les demandes de souscription qui m'ont été transmises, et je vais les transmettre, je dirais, en une seule fois, je vous enverrai le tout. Oui. Donc, les collectivités qui m'ont envoyé la demande de souscription, ne la retournez pas. Moi, je vais le transmettre à Sofaxis. Avec ou sans la délibération, mais que l'on ait au moins effectivement la confirmation de la souscription. Je pense qu'on a peut-être fait le tour, je sais pas. Il y avait donc les codes. Donc, il y avait des questions sur les codes. Donc ça, Valérie, tu as répondu. Oui, j'ai tout pris en note. Donc oui, il y a des bulletins qui ont été envoyés vers Frédéric et vers Francis Poix qui nous ont été retournés, donc ça, il n'y a pas de souci. Bon. Monsieur Sauvage qui disait ne pas avoir fait compléter le formulaire de désignation des bénéficiaires pour la garantie d'essai. Puis-je retrouver ce formulaire dans l'extranet? Point d'interrogation. Oui, on lui a répondu et je lui ai adressé le formulaire par mail à l'instant. D'accord, super, génial. Quelle réactivité. Oui, il y a madame. J'ai vu un temps partiel thérapeutique. Oui, je suis en train de lui répondre. C'est Mme Vasseur qui nous demande si l'agent qui est en temps partiel thérapeutique jusqu'en début février, peut-on l'inscrire? Donc, je lui dis que oui, elle peut lui faire remplir un bulletin d'adhésion. Mais son adhésion ne sera effective qu'au moment où l'agent va revenir dans une période d'activité normale qui est soit du temps complet, soit du temps non complet. Voilà, c'est ça.
Et donc, les cotisations ne seront prélevées qu'à la reprise. Oui, ça c'est valable pour une autre question aussi. Ouais, ouais. Donc, effectivement. Ouais, les agents qui sont couverts sous l'ancien contrat, bah, comme le contrat s'est éteint le 31 décembre, il n'y a plus de cotisation à prélever. Par contre, l'agent, s'il est indemnisé, il sera toujours indemnisé par l'ancien contrat qui est la CNP. Il n'y a aucun souci. Tout à fait. Ah ouais. Peux-tu parler du capital d'essai, Jean-Charles, un petit peu sur les priorités pour désigner les bénéficiaires, je pense. Ah, voilà, alors là, c'est. Alors, côté, pas côté statutaire, puisque là, c'est réglé, enfin, il n'y a pas de choix, quoi. Alors après, c'est délicat. Dans la destination des bénéficiaires, vous êtes libre. Donc, vous faites par définition ce que vous voulez. Alors, ça peut être. Ça peut être pour avantager un enfant plus qu'un autre, hein, vous pouvez, hein, par définition. Ça peut être pour conjoint officiel ou non officiel, hein, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être pour avantager une association. C'est difficile, là, il n'y a pas de conseil en fait, il y a. Réfléchissez à tout un chacun, en votre âme et conscience, à qui vous voulez aider ou qui sera le plus nécessiteux d'avoir une aide si jamais vous disparaissez. Par définition, j'aurais tendance à dire un petit peu quand même conjoint ou enfant, et enfant. Mais chacun voit midi à sa porte, là, pour le coup. J'ai pas de conseil à donner. C'est du cas par cas. Si ce n'est réfléchir à qui vous voulez aider ou qui s'occupera de régler tout ça et qui devra assumer et qui peut avoir besoin éventuellement d'un petit coup de pouce financier pour pouvoir gérer au mieux les désagréments de la disparition du chef de famille ou enfin voilà de l'agent qui s'assure et qui souscrit, quoi. C'est vrai que la couverture d'essai, vous ne réfléchissez pas pour vous. La garantie incapacité, garantie de maintien de salaire, invalidité, c'est bien pour vous prémunir vous. C'est pour continuer à avoir une rémunération suffisante pour faire tourner la maison, la vie, etc. La perte de retraite consécutive à invalidité, c'est aussi pour vous obtenir un complément de rémunération pour continuer à pouvoir faire tout ce que vous pouvez et voulez. Le capital d'essai, bah, vous ne réfléchissez pas pour vous, vous réfléchissez pour celui qui reste. Et celui que vous alimentez par le versement d'un pécule. Donc fractionné si vous le répartissez en plein de personnes. Bien évidemment, tout ce qui est versé, c'est hors succession. Enfin, voilà. Donc, vous avantagez d'une somme X, Pierre, Paul ou Jacques. Là, je ne peux pas vous donner un conseil. On peut peut-être compléter, Jean-Charles, en mettant la slide 41 pour rassurer effectivement tout le monde sur la note que l'on a rédigée sur les recommandations pour remplir la désignation sur les ordres de priorité, parce que peut-être que la question de Monsieur Catalano était sur la répartition, l'ordre de priorité 1, 2 et 3. Donc, c'est vrai que c'est un peu petit, là, peut-être. Voilà. C'est peut-être ça. Et du coup, là, dans ce document, on a donné des exemples justement de la répartition et de ce que veut dire l'ordre de priorité. Donc, peut-être que la question était plus de cet ordre-là. Comment bien renseigner le formulaire? Pardon, je pensais que c'était sur qui. Oui. Donc là, ça, c'est sur le formulaire de désignation, en fait, ça va avec. Oui. Vous avez des petits conseils. Et sur l'adhésion en ligne, ils apparaissent à l'écran au moment de saisir. Tout à fait. Il y a des informations et on note que la saisie est non conforme si la répartition et l'ordre de priorité ne sont pas cohérents. Donc, si vous mettez 110%, si vous vous trompez dans les pourcentages et que vous voulez rentrer quelque chose qui fait 110%, ça bloquera. Si vous remplissez quelque chose qui fait 85%, ça bloquera. Oui.
Et la petite note, effectivement, est importante. Ça permet de comprendre la mécanique entre l'ordre de priorité et la répartition. Et par rapport à des cas pratiques, effectivement, que vous pouvez avoir. La participation employeur est-elle plafonnée? Je ne sais pas si vous avez répondu. Non, mais... Non. Pour notre part, je pense pas. Ça ne peut pas dépasser le montant de votre charge. Oui, mais sinon... Mais j'ai croisé, hein, alors en France, antérieurement, en fait, il y avait ça s'exprime en pourcentage, ça c'est plus possible, hein, c'est forcément une somme en euros. Mais il y avait certaines collectivités généreuses qui prenaient 100%. Ça pouvait 100%, et 100% pour un agent de catégorie C ou 100% pour un agent de catégorie A avec le TBI NBIRI, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc ça pouvait faire des grosses participations. Mais bon, c'est des cas assez marginaux quand même, hein. C'est plutôt maintenant la participation moyenne, elle est plutôt entre 7, 8 et 12 euros, enfin je vais dire 8, 12 euros. Des retours que l'on entend un peu partout en France, hein. Après, il y a des cas particuliers. Et je parle pour la prévoyance, je ne parle pas pour la santé. Puis il y a des clés qui vont bientôt sortir. C'est ça. Oui, mais il va y avoir des précisions. On a peut-être fait le tour des questions, je ne sais pas. Non, il y en a encore une là sur laquelle je suis en train de regarder un petit peu le bulletin d'adhésion. C'est pour Madame Boucher. Je pense que, alors, sur le bulletin d'adhésion, elle est demandée de fournir le justificatif d'assurance de l'ancien assureur. Donc, c'est pas nécessaire si effectivement on est dans le relais entre les deux contrats. Voilà, je pense que nous, on le demandera en cas d'indemnisation si éventuellement on est amené à vérifier une loi EVA. Mais sinon, là, pour l'instant, je ne pense pas qu'il non, ce n'est pas du tout nécessaire. D'accord, ouais, c'est ça. Si l'agent était déjà chez nous, oui, on le trouvera facilement. À la limite, si un agent était assuré par ailleurs et qu'il rentre chez nous, là, il faut le produire. Voilà, là, il faut le produire parce qu'on ne peut pas deviner que vous étiez garanti auparavant. Voilà. Donc, si vous êtes en arrêt au moment de l'adhésion et que vous étiez assuré par ailleurs, donc on a la preuve, il faut nous matérialiser la preuve que vous étiez bien assuré antérieurement pour le risque en question, incapacité en général. Et donc, en fait, le délai ne sera pas 31 jours, mais un jour, enfin, le jour de l'art. Voilà. Des questions à nouveau sur les cotisations janvier, février. Je dirais que si vous souhaitez faire le précompte sur les bulletins de salaire pour qu'il n'y ait effectivement pas la double charge sur février, vous pouvez tout à fait le faire. Je peux vous adresser le RIB sans attendre dès aujourd'hui. Pour Madame Fourré qui me pose la question, ou de faire le double prélèvement sur février, chaque collectivité voit, mais les deux cas sont possibles. Nous, on acceptera les deux situations dans tous les cas. Je vais répondre à Madame Descamps sur un agent à partir du moment où il est en arrêt de travail à demi-traitement, sa cotisation sera sur son demi-traitement de salaire aussi. Hein. Oui. Ça, c'est un point important. On en a parlé pendant l'animation. Je crois que c'est Frédéric qui l'a dit. Mais là, c'est lorsqu'il passera demi-traitement. Mais aujourd'hui, s'il y a demi-traitement, c'est qu'il est en arrêt. Si en arrêt, il ne peut pas cotiser aujourd'hui. Il ne peut pas adhérer au contrat. Son adhésion est inactive pour l'instant. Il peut faire son bulletin, mais il faudra qu'il mette en arrêt pour raison de santé. Le bulletin sera en attente, donc de la période de reprise d'activité, soit pendant un jour, s'il était déjà garanti précédemment, soit 31 jours. Voilà. Et à partir du moment où l'adhésion deviendra effective, là, il y aura cotisation. C'est pas facile. Hein. Non.
Il faut le reconnaître. Mais, les prélèvements à sa reprise. Donc ça répond à la question de Madame Fournier, effectivement. Pour le lendemain de sa reprise de travail, oui. Oui, ça c'est Christelle. Je suis en train d'abonder sur ce qui est écrit Christelle. C'est quand même fort. Je n'avais pas fait attention à Christelle. Ah, j'ai une question, tiens, de Madame Guyot. Un agent admis traitement à partir du 2 janvier sera-t-il indemnisé en janvier de son complément? Alors, ben oui, tout à fait. C'est possible d'avoir un agent qui, selon ses arrêts de travail précédents sur ces 365 derniers jours, puisse tomber à demi-traitement le 2 janvier. Donc, il y aura bien un complément de salaire sur la paye de janvier à faire, si c'est le cas. Par contre, il faut bien qu'on ait le bulletin d'adhésion enregistré au préalable. Oui, voilà, tout à fait. Ok, enfin, en tous les cas, je pense que si on a oublié de répondre à des questions, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on peut passer à côté, on est disponible voilà, soit M. Hochdé se fait le relais et nous les transmet, ou on est disponible directement. Ouais. On va aussi faire finaliser une foire aux questions. Hein. Donc, on va se servir de celles qui ont été posées ici dans le chat, bien évidemment, mais on en a aussi enregistré plusieurs lors des réunions d'information précédentes en physique ou autre. Et donc, en fait, on va vous mettre à disposition aussi à tout un chacun une foire aux questions qui permettra, si jamais vous avez besoin de vous repencher, vous avez un doute, vous voulez relire, vous l'aurez aussi, on la mettra sur le site du centre de gestion. Elle sera accessible via le site du centre de gestion, pardon. Donc à disposition de tous les référents RH. Et puis peut-être qu'on fera un envoi aussi, je ne sais pas, ça va dépendre de la taille du document, mais je pense qu'on doit pouvoir l'envoyer aussi directement de chez nous. Ok. Bon, s'il n'y a plus trop de questions, il y en a une qui arrive. Bon, c'est des demandes de RIB. Hein. Enfin, je pense que là Valérie, tu as un bon paquet de RIB à faire. Hein. Oui, non, ça va faire partie d'une communication globale dans quelques jours. Il est 16h06, donc on va avoir consommé les 2 heures. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous et de répondre, je l'espère, au maximum de vos questions. Nous restons à votre disposition, bien évidemment. Nous allons enregistrer les bulletins qui arrivent et qui arrivent. Pour vous couvrir au mieux. Cette intervention, donc là, dès l'instant où on va dire un petit peu au revoir, il y aura un petit décompte et puis une coupure assez brutale, entre guillemets. Il n'y a pas de générique de fin, hein, mais dès les minutes qui suivent, le replay est disponible pour vous. Et donc, sauf question de dernière minute, je vous propose de lever la séance, de vous remercier de votre présence avec nous, et puis vous souhaiter encore une fois une excellente continuation, une très très bonne année 2022, avec par priorité bien évidemment la santé, la bonne santé, au travail et pas que. Voilà. En vous remerciant beaucoup, en vous souhaitant une très très bonne journée. Et donc, à très bientôt. Au plaisir merci de à vous revoir et bonne sur journée. les terres du Pas-de-Calais. Merci Frédéric, merci Valérie. Merci à tous. Merci pour votre participation. Merci, au revoir.